Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 456 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de l'intersaison en faisant une grande draft, un top 15 des meilleures intersaisons spéciale conférence Ouest. On va classer les 15 équipes de l'Ouest avec Azad du NBA Dreamcast Show. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, nouveau format. Aujourd'hui, on va parler de l'intersaison. Et pour ce nouveau format, nous recevons le Laïka du Basket Lab. Comment ça va, Azad ? Le like du Basket Lab. Alors, le Laïka. C'est un Laïka, c'est quoi ? C'est une version un peu Wish ou c'est une reproduction entre guillemets ? Non, Laïka, c'était le nom de la chienne qui avait été envoyée dans l'espace, tu sais, avant qu'on puisse commencer à explorer avec des humains. Ils ont balancé un chien là-dedans. Tiens, vas-y, on te balance dans l'espace pour voir ce que ça fait. Voilà, tu es la Laïka du Basket Lab, tu testes les nouveaux formats. On sait pas ce que ça va donner, mais c'est un peu stylé, quoi. Parfait. Bon, non, mais ça me va très très bien. Très très bien. On a testé un format à 7 cette semaine aussi, donc on était plusieurs à essayer à nouveau. C'est vrai. On était plusieurs Laïka et c'était, je dis toujours cette semaine, donc je plante encore une fois le truc de la timeline des épisodes de quand ils sortent, mais c'était très chouette. Exactement, c'était il y a 3 mois par rapport à la publication de l'épisode. Bon, Laïka du NBA Dreamcast Show, Laïka de l'équipe aussi du Celtics Blog. Tu vas refaire le Celtics Blog l'an prochain ? Ouais, je vais refaire le Celtics Blog, peut-être moins d'articles, j'en avais fait beaucoup l'année dernière. Mais là, cette année, ils ont recruté un autre mec qui fait un peu de la tactique, donc c'est bien. Je serai un peu moins le seul, entre guillemets, à en faire. Du coup, je ferais peut-être des articles un peu plus longs, entre guillemets, mais moins des trucs sur tous les matchs comme j'ai fait l'année dernière, c'était un peu redondant au bout d'un moment. Tu penses y retourner là-bas à Boston ou pas ? En vrai, j'ai regardé le seul passage intéressant, entre guillemets, où il y a des matchs Marcus bien... Smart, les Lakers, c'est ça ? Non, même pas. Quoique, je crois que c'est même pas les Lakers, mais il y a des matchs intéressants. Le problème, c'est que c'est en mars, et franchement, Boston en mars, c'est horrible, quoi. Genre, c'est fin d'hiver, t'as encore de la neige vite fait fondue, il fait froid, il fait vraiment très froid. Ah, la ville, tu veux dire ? La ville, Oui. Ça va être nul. Je pensais que t'allais dire l'équipe sera déjà en train de tanker. Mais non, tu parles de la ville, ça va être froid. Ouais, okay. Tu vois, à la limite, mais tu vois, les matchs, il y en a que un tous les 3 jours. Enfin, même si, tu vois, je passe du temps un peu en famille et tout quand je vais là-bas. Enfin, c'était quand même vachement plus sympa en mai, là, que quand j'étais allé voir en mars-février, quoi. Et du coup, j'avoue que là, cette année, vu qu'il y aura pas de play-off, bah, je sais pas trop si j'y retournerai, entre guillemets. Alors peut-être que, ouais, je sais pas, je verrai. Et puis ça s'est tellement bien passé en mai quand tu y étais allé. Hein. T'avais prévu de rester jusqu'en juin pour les finales et finalement, ah mince. Finalement, j'ai dû faire mes bagages un peu plus tôt. Hein. C'est un peu ça. Un peu ça, oui. Non, mais je me disais ça parce que tu vois, c'est peut-être l'année à y aller avec une accréditation et tout. S'il y a bien une année où tu peux aller embêter Joe Mazzulla en lui disant hey, ton équipe, elle va pas assez au panier, elle est pas assez forte sur ça, tu vois, c'est peut-être l'an prochain où ça va être un peu plus galère, quoi. Mais en même temps, je me dis aussi, la dernière fois qu'on a dit, bon, Boston, cette année, ils vont pas aller en play-off, ça va être un peu reconstruction. C'était l'année où il y a eu le trade de Isaiah Thomas en février 2015 et que finalement, l'équipe avec 2-3 bouts de bois, Brad Stevens l'a amené quand même en play-off, quoi. Donc, en fait, on sait jamais, hein, j'ai l'impression. Non, on sait jamais. Puis je pense que avec certains gros contrats qu'il y a, tu vois notamment celui de Jaylen Brown, si c'est un contrat qui est bougé, ça peut changer totalement la physionomie de l'équipe. Donc je pense que même eux savent pas exactement quelle saison ils visent. Je pense qu'ils doivent avoir plusieurs scénarios, mais je sais pas lequel est le plus plausible pour eux pour l'instant et qu'est-ce qu'ils visent réellement entre guillemets, quoi. Mais tu ne le souhaites pas hein, que Jaylen Brown soit échangé, rassure-nous. Non, ce serait trop dommage. Ce serait, là, du coup, impossible de jouer le play-in sans Jaylen Brown, donc ce serait une grosse perte. Bref, donc aujourd'hui, notre nouveau format avec Laïka, on voulait parler d'intersaison un peu. Hein. On voulait un peu parler d'intersaison, mais je voulais pas non plus y passer beaucoup de temps. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'un homme des bilans plutôt que des previews, j'avoue. Mais tout de même, un petit tour d'horizon, ça me paraissait bien. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on va faire une draft. On va séparer en deux, évidemment. Aujourd'hui, épisode sur l'Ouest, et puis la prochaine fois, l'épisode sur l'Est. Donc on n'a que 15 équipes, mais c'est déjà beaucoup, 15 équipes à traiter aujourd'hui. Et pour le présenter, on s'est dit, on va faire un format de draft où chacun à son tour, on va drafter les meilleures intersaisons de NBA. Donc, je précise, les critères, ce sont
en fait, c'est tous les critères pris en compte, c'est-à-dire les nouveaux arrivants, donc les arrivées de free agency ou de trade, mais aussi, pourquoi pas, des re-signatures, si tu as réussi à re-signer telle ou telle star, éventuellement la flexibilité que tu es capable d'obtenir ou pas pour le futur, enfin voilà, plein d'éléments, les tours de draft, voilà. C'est un global, c'est un tout, c'est pas que juste, bah tiens, il y a telle arrivée, non. C'est un contexte global de l'intersaison qui a le plus réussi, son intersaison au général. Donc, vu que tu es mon invité, je te laisse le first pick de cette draft. Et donc, Azad, je peux te lancer sans plus tarder avec ce first pick de la draft des intersaisons 2025. Qui sélectionnes-tu ? Eh ben, je suis un peu emmerdé quand même. Parce que, à la base, mon pick numéro 1, ça aurait été peut-être une franchise californienne. Mais vu que ça commence à être un peu la merde, vu qu'ils jouent pas le FBI au cul, mais presque, je me dis je vais peut-être jouer la sécurité et plutôt aller dans le Texas. Et du coup, en premier pick de cette draft des intersaisons à l'Ouest, je vais prendre les Houston Rockets. Waouh, ok, je pensais à une autre dans le Texas, mais d'accord. Donc Houston, je fais un peu le topo, qui est-ce qu'ils ont pris ou pas pris, tu complètes si j'ai oublié des trucs. Kevin Durant est arrivé en trade, évidemment. Jeff Green a été re-signé au minimum, tout comme Jason Tate, c'est pas mal aussi, on prend. Van Vliet a été re-signé avec le deal qui a été restructuré. Et qui est-ce que j'ai loupé des choses aussi? Clint Capella aussi en backup, mais vas-y, je te laisse développer, je t'en prie. Dans les signatures, du coup, il y a Dorian Finney-Smith, Clint Capella, et Josh Okogie aussi qui sont allés chercher. Je trouve qu'il correspond bien finalement aux besoins de l'équipe en termes de rebond offensif et un petit peu d'approche. Dans les re-signatures, ils ont gardé finalement les joueurs assez intéressants. Tu vois, le fait qu'ils aient gardé un joueur comme Aaron Holiday, Jason Tate aussi, je me dis bon, c'est bien, au moins il y aura un peu de profondeur autour du coup de l'arrivée de Kevin Durant. Ouais. Et finalement, pour moi, entre guillemets, dans le chapeau 1, c'était est-ce que tu changes de statut? Et pour moi, Houston, l'année dernière, était dans le tiers juste en dessous des contenders, alors que pour moi, cette année, ils en sont devenus un avec cette intersaison. Et je vois pas forcément d'autres équipes que je vois avoir à être passé du palier juste en dessous d'être contender à le palier contender. Peut-être les Clippers, mais pour moi, Houston a fait un plus gros pas en avant avec Kevin Durant qui vient vraiment combler quand même tout le manque qu'il pouvait avoir de scoring en isolation, du spacing et un peu de flexibilité en attaque. Je pense qu'ils perdent pas tellement en défense, même si c'est plus le défenseur que c'était off-ball sur la protection de cercle. Je pense qu'il y a quand même ça peut être un ajout intéressant un petit peu dans ce domaine-là. Surtout Kimi Udoka, je pense qu'il saura un petit peu en tirer des bonnes choses entre guillemets de Kevin Durant. Et j'ai bien aimé aussi tout simplement les arrivées de Dorian Finney-Smith, que je trouve quand même vraiment qui fit parfaitement entre guillemets dans l'idée. Et je trouve que Josh Okogie, en fait, il fit plus dans l'idée de genre rebond offensif et défense assez dure, mais du coup, j'ai l'impression qu'ils ont ajouté plus de spacing et aussi plus de rotation sur ce qu'ils faisaient déjà très bien, qui est pression au cercle, rebond offensif, et Clint Capella sur quelques minutes pourra être aussi intéressant pour offrir un style complètement différent que celui de Steven Adams ou même Alperen Sengun. Donc peut-être selon certaines match-up ou selon certains moments, même juste pour en fait enlever un peu des minutes à Sengun et à Adams, ça peut être intéressant. Et dans les re-signatures, tu vois, d'avoir regardé Jabari Smith aussi, de penser aussi long terme. Là, je trouve qu'ils arrivent bien à gérer le truc on a des jeunes joueurs qui sont bons et on arrive à les entourer de ce qui nous a manqué l'année dernière. Et c'est quand même au final le deuxième meilleur bilan l'année dernière de la conférence Ouest. Et donc pour moi c'est quand même plutôt positif, surtout que quand on regarde les joueurs qui sont partis, Jalen Green, c'est peut-être Dillon Brooks sa plus grosse perte finalement, parce que Cam Whitmore du coup jouait pas du tout et apportait finalement pas grand-chose en attaque. Jalen Green, il y avait les problèmes qu'on connaissait. Dillon Brooks avait ce côté un peu free-and-D, mais est-ce que ça apportait beaucoup? Enfin, est-ce que c'était suffisamment bon du côté des 3 points? Pas sûr. Et donc après, Jock Landale aussi qui est parti, je pense qu'il sera assez facilement remplacé. Donc plutôt content de leur intersaison. Je pense qu'il y a quand même 2 points centraux pour moi dans l'intersaison des Rockets. C'est le premier, tu prends Kevin Durant, et non seulement c'est Durant, le talent pur, mais en fait, il y a aussi un côté fit qui est parfait.
Tu vois, on parle pas de Boston, quoique Boston ça aurait été pas mal aussi, mais on parle pas de certaines équipes, je sais pas moi, la motion offense de Golden State ou des équipes un peu particulières comme ça, ou même Denver. Non, là clairement l'attaque des Rockets, c'est on va chercher un mismatch, on va l'attaquer, c'est très simple, mais ça marche. Et donc là-dedans, avoir un shotmaker et un mec d'isolation à ce point fort comme Durant, ça fit parfaitement. Plus la polyvalence, comme tu dis, qui peut aussi donner via la défense intérieure, mais on verra à quel point elle est bonne. Mais voilà, il y a l'ajout de talent pur, mais il y a plus que talent pur, il y a aussi le fait que ça fit parfaitement niveau tactique, premièrement. Et deuxièmement, le point central, c'est que finalement, il y a tellement d'ajouts, et notamment celui de Durant, mais à un prix qui est dérisoire, quoi. Ouais. Et ça a été rendu possible par le fameux contrat de Jalen Green. On lui avait donné de manière anticipée, ce qui est un peu bloqué. On n'a pas pu l'échanger l'an passé pendant la saison, mais ce qui fait que tu avais un peu cette cartouche de, c'était quoi, c'est 33 millions, je crois, que tu as pu dépenser, entre guillemets. Et bon, ben voilà, le joueur est le joueur intéressant. Il est pas parfait, notamment même l'efficacité, là, au bout de 3-4 ans en NBA, ça coince un peu. Et il y avait un peu ce côté où les Rockets avaient une défense d'élite qui était de calibre champion largement, cette défense. L'attaque, elle reposait sur deux créateurs qui étaient pas géniaux, quoi. Et on n'arrêtait pas de dire, voilà, tu remplaces Jalen Green et Sengun par deux créateurs, mais d'un chapeau un peu plus au-dessus. C'est peut-être déjà une équipe de titre, une équipe candidat au titre. Donc, au final, je pense que tout ceci a été extrêmement bien géré parce que, tu vois, même la perte de Dillon Brooks, bon, ok, c'est un peu pénible, mais à quel point je pense que ça peut se remplacer aussi par un Tari Eason qui peut aussi step up et prendre plus de minutes. À quel point aussi, si Dillon Brooks joue moins, tu peux pas aussi faire monter un peu plus ou faire plus jouer aussi un Jabari Smith. Avec son shoot, ça ferait du bien, tu vois, par exemple. Mais l'idée, en fait, globale, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi au niveau gestion du cap et gestion des assets, c'est parfait. Et c'est exactement ce qu'auraient dû faire et ce que ne sont pas en train de faire les Warriors avec Kuminga, malheureusement. Mais tu vois, clairement, les Rockets, ils ont donné un contrat surpayé à Jalen Green, en sachant que ça allait être surpayé, mais c'est pas grave, on lui donne une grosse somme qu'il mérite pas, mais on lui donne une grosse somme sur un contrat court, comme ça, premièrement, le joueur est content, il est pas content de pas avoir 50 contrats, mais il a au moins une grosse somme, donc ça le calme. Et de l'autre côté, les Rockets, c'est soit on a une grosse somme pour faire un gros échange, c'est ce qu'ils ont fait, soit sinon, si t'arrivais pas à faire l'échange, c'était un contrat court, donc au bout de 2 ans, où tu pouvais t'en débarrasser, et voilà, c'était pas un si gros risque que ça. Donc voilà, je trouve que la gestion de ce trade, au final, montre à quel point l'équipe a bien bossé depuis des mois, en fait. Hein. Et ça, sans même parler de, comme tu as dit, re-signature de Jabari Smith, qui a quoi, 22, 23 millions, je crois, à peine, un truc comme ça. C'est quand même pas si cher que ça non plus. Plus garder Van Vliet, plutôt que activer la team option à 50 millions que tu avais donné à l'époque où tu avais personne, donc c'était pas grave. Mais aujourd'hui, tu essaies de compétitif, donc il faut optimiser le cap. Qu'est-ce que tu fais ? Tu renégocies et tu le fais prendre la moitié. Ça aussi, c'est bien, quoi. Je veux dire, plutôt qu'avoir un Van Vliet à 50, tu l'as à 25, je crois. Donc ça aussi, c'est très cool. Et même, tu vois, moi, Finney Smith, à quel point c'est pas un peu sous-estimé, cette signature ? Parce que c'est presque un titulaire, enfin, c'est un titulaire, à mon avis, NBA, un espèce de 3&D qui colle partout, en fait. Bah, moi, quand ils ont réussi à l'avoir en plus de Kevin Durant, je me suis dit, c'est parfait parce qu'ils ont réussi à trouver le titulaire qui leur manquait et le remplaçant du titulaire qui peut jouer aussi à côté potentiellement ou quoi. Donc, ouais, ils ont réussi à trouver exactement, entre guillemets, ce qui leur manquait. Et ce qui a remplacé Dillon Brooks aussi, d'ailleurs. Tu vois, oui. Brooks, tu le perds, mais tu prends Finney Smith, bon, c'est pas mal, quoi. En sachant qu'en plus, comme tu l'as dit, il y a aussi des moyens de remplacer Dillon Brooks par les joueurs qui jouaient peut-être un peu moins l'année dernière. Finalement, ils ont fait quasiment que des ajouts et tout ce qu'ils ont perdu, c'est entre guillemets dérisoire et ça devrait pas les handicaper, quoi. Donc, difficile de les imaginer être moins bons. C'est à quel point, entre guillemets, ils vont pouvoir être meilleurs. Et pour moi, il y a quand même il y a un vrai step-up en attaque et c'est exactement ce qui leur manquait. Donc, pour moi, d'un autre côté, c'est un peu évident. C'est pas, ils sont pas allés chercher peut-être un des meilleurs créateurs offensifs qui aurait pu vraiment leur faire leur passer un énorme palier, mais d'un côté, ces joueurs-là, parfois, c'est impossible de les avoir tout simplement. Alors que là, ils sont allés récupérer un joueur offensif un peu plus un soliste, un scoreur d'isolation. Mais bon, d'un autre côté, c'est aussi ce qui leur manquait, quoi. Donc, c'est pas parfait, mais je pense que si c'est pas parfait, on n'est pas trop loin de la perfection non plus sur ce qu'ils auraient pu faire avec ce qu'ils avaient, quoi. Oui. Je suis d'accord. Donc Finney Smith aussi qui arrive à un contrat, c'est quoi, c'est la mid-level, non ? C'est autour des 14, il me semble. C'est pas non plus des tonnes, quoi. Donc super ajout. Van Vliet, on a dit, renégocier le contrat. Un autre qu'on n'a pas évoqué, je crois, c'est Adams aussi. Je crois que tu en as parlé aussi. Mais pareil, Adams, vu le style de jeu, tu sais, rebond offensif, line-up à 2 bigs totalement improbable.
Là encore, il était en fin de contrat, tu aurais pu le perdre. Je crois que tu le gardes pour un tarif qui est quand même assez largement acceptable de 12 millions, il me semble, un truc comme ça. Donc ça, plus le bonus, 2 bonus. Pour moi, Jason Tate, c'est extrêmement cool. Bon, Jeff Green, c'est sympa pour le vestiaire. Jeff Green, la belle histoire avec Kevin Durant, d'accord, mais Jason Tate, pour moi, c'est un vrai top joueur et j'ai des souvenirs de. Tu sais, actuellement, je fais des rétrospectives de matchs de la saison. J'en ai refait beaucoup des Rockets en janvier et il y a des matchs où il monte dans la rotation parce qu'il manque Jabari Smith, il manque des mecs comme ça. C'est incroyable, hein, Jason Tate. Bon, il n'y a pas d'attaque, mais la défense, c'est génial. Un match contre les Knicks là, qui est super en défense, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, pour le coup. Et Clint Capella aussi. Capella, ça commence à vieillir, ça commence à être très vieux. Au final, pour un rôle de titulaire, moi, j'en veux plus trop. Mais là, tu le prends pour pas cher au Hawks et en backup, finalement, même en 3e big de la rotation. C'est bien parce que tu vois, ça t'apporte une profondeur qui est géniale. T'as des line-up où si tu as besoin de shoot, tu pourras en avoir cette année avec Jabari Smith, Kevin Durant, Finney Smith qui peut shooter un peu, etc. T'as des line-up très défense, t'as envie de... dans l'année, il y a des rotations, etc. Tu balances Jason Tate, Tari Eason, un combo défensif incroyable. T'as envie de jouer double big line-up, tu peux avec Adams et Sengun. T'as envie d'avoir plutôt Kevin Durant poste 5 pour l'espace, tu peux. T'as envie d'avoir plutôt une menace de pick and roll plus athlétique et plus finisseur aérien que Adams, tu peux, t'as Capella. Enfin, vraiment, tu t'offres des milliers d'options. Et je me demande si c'est pas ça un peu la clé de la réussite en NBA. Hein. Chaque année, tu sais, avec Baptiste, on fait un tier list des supporting cast. Et à chaque fois, l'équipe qui est top 2, top 3 supporting cast, elle va au titre. C'est peut-être que les Rockets ont réussi l'intersaison, quoi. Ouais, le seul truc qui pourrait peut-être leur manquer, ça va être un porteur de balle. Enfin, des porteurs de balle un petit peu... L'explosivité de Jalen Green, ça pourrait peut-être leur manquer pour pouvoir profiter entre guillemets du potentiel 5-out qu'ils pourraient avoir à certains moments avec KD en pivot. D'un autre côté, si t'échanges pas Jalen Green, t'as pas KD en pivot, donc t'aurais jamais pu le faire dans tous les cas. Donc c'est peut-être le seul truc qui m'inquiète entre guillemets, ça va être la création collective finalement. Mais bon, l'année dernière, leur seul créateur, finalement, c'était Jalen Green. Donc, bon, est-ce que ça va être si problématique que ça? Donc, et puis Sengun, je pense que ça va être un bon moyen de le passer, ou peut-être un révélateur avec encore plus de ballons et dans plus d'espace. Et je pense que ça va être plus adapté à lui aussi. Donc, même les schémas défensifs, je pense qu'ils vont avoir plus de liberté. Udoka va pouvoir travailler différentes choses. Donc, ouais, beaucoup plus de polyvalence, beaucoup plus d'options et tu corriges ce qui te manquait finalement sans perdre. Parce que tu vois, Steven Adams, le fait qu'il le re-signe, ce qui est bien, c'est que déjà il le garde et qu'il y a aucune autre équipe qui va l'avoir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont dit, attendez, mais nous aussi on n'a pas de spacing, par contre on n'a pas Steven Adams pour jouer ce jeu-là des possessions, ça serait intéressant qu'on aille le chercher, et ils ont réussi à aller chercher, à le garder lui, et avec Okogie et Capella, c'est clairement des joueurs que tu vas pouvoir en lancer entre guillemets dans des line-up bataille des possessions, quoi. Donc ils sont renforcés sur leurs forces et ils sont clairement renforcés sur leurs faiblesses. 39 millions sur 3 ans, Adams, donc on est sur 13 millions l'année. Voilà, pour le prochain salary cap, enfin le salary cap qui va augmenter, etc. C'est quand même largement, c'est très bien, très très bien. Je voulais dire aussi un autre truc, oui. En plus, t'as même pas perdu Rich Shepard dans le trade. Donc là aussi, tu vois, c'est un positif pour moi parce que dans le trade, les Suns auraient pu arriver à grappiller le jeune Shepard. Bon, on sait pas s'il est bon encore, mais je veux dire, c'est un mec qui a été drafté très tôt, il y a 1 an. Donc ça a aussi de la valeur. Tu l'as gardé, on verra si lui peut pas aussi exploser offensivement. Très bien. Alors j'avoue que je sais pas où que j'avais en premier moi. Enfin il était dans le top 2, top 3. Hein. Ouais. Mais avec moi, mon deuxième pick, je vais prendre les Dallas Mavericks. Est-ce que tu es surpris ou pas? Explique-nous pourquoi. Pourquoi les Dallas Mavericks? Est-ce que c'est parce que c'est quoi? C'est tellement un renversement de situation entre guillemets? Non alors. On précise qu'on enregistre avant l'arrivée de LeBron James. Hein. Nous, Okay. non. Alors blague à part. On est sur. Moi j'aime bien parce qu'en fait c'est juste quelle est la différence entre fin juin, le 23 juin ou je sais pas combien quand le match 7 des finales NBA s'arrête et ensuite aujourd'hui on enregistre le 15 septembre. En fait t'as eu le first pick quoi. Ouais. Et déjà rien que ça, c'est un ajout qui est extraordinaire. Alors je suis d'accord qu'il y a d'autres équipes qui pour le court terme, Rockets, t'as mentionné aussi les Clippers, je pense que pour du court terme c'est peut-être une meilleure intersaison pour eux. Cela dit, niveau long terme, et je pense que ça fait aussi partie de la réflexion, c'est un ajout, d'accord, mais c'est un ajout qui sur long terme peut être extraordinaire. T'as le first pick, quoi. T'as Cooper Flag, donc déjà, ça, c'est quand même cool.
En termes d'ajout, sinon il y a pas grand chose. T'as signé D'Angelo Russell, ok, bon, voilà, ça me plaît, mais pas des masses. Mais surtout, t'as réussi à renégocier le contrat de Kyrie. Tu profites un peu, c'est un peu cynique, pardon, mais tu profites qu'il soit blessé pour finalement peut-être que s'il était arrivé à fond les ballons cette saison, il aurait peut-être eu un contrat énorme. Tu l'as sur un tarif qui est quand même largement plus acceptable. Tu as pu renégocier l'étendre de 3 ans sur beaucoup moins que le max. Donc voilà, c'est aussi parce qu'il est blessé, etc. Mais tant mieux, c'est un top contrat d'avoir renégocié ça. Plus également prolongation de Gafford et Washington. Et non seulement tu as une densité et une profondeur qui est quand même assez impressionnante à Dallas, du coup maintenant, mais en plus tu t'es aussi offert la possibilité de, je fais un peu la blague sur notre ami LeBron, mais si tu veux, tu peux faire ça. Tu peux faire ça parce que tu as ces cartouches à disposition de pouvoir monter un trade gros, moyen, voire très gros, en empilant ses contrats. Donc en fait, tu as ce côté de le fameux principe de rétention de valeur. Et pour ça, il fallait que tu renégocies les contrats de Gafford et de Washington. Tu l'as fait. Donc voilà, au final, j'entends que c'est peut-être pas celle qui, sur le court terme, va le plus apporter. Quoique, on verra, parce que Cooper Flagg, c'est aussi un mec qui a du potentiel pour progresser, mais qui, même dès le court terme, je pense, peut pas mal aider. Mais tu vois, moi, ce combo de le first pick me tombe dessus, plus avoir reblindé ton cap et même t'es prêt à faire des trades, j'avoue que c'est une intersaison qui est presque masterclass de bout en bout. Même si masterclass, il y a un peu un aspect chance pour la draft, mais, ouais. mais tant mieux, quoi. Ouais, c'est peut-être pour ça que je les avais pas mis entre guillemets en haut, c'est parce qu'il y avait un peu un aspect de hasard et il y avait pas vraiment d'ajout non plus, hormis du coup celui que t'as pu faire grâce à la draft, quoi. Du coup, c'est peut-être un peu pour ça que j'étais un peu en dessous dans ma tier list chez eux. Que des re-signatures finalement, donc tu vas pas être compétitif la saison prochaine parce que Kyrie ne devrait pas jouer ou pas beaucoup jouer la saison prochaine. Après, à voir ce que ça peut donner, mais je suis pas transcendé ni par l'arrivée d'Angelo Russell. Après, pour les re-signatures, oui, comme tu dis, tu consolides un peu ta structure. Mais du coup, pour moi, c'est les mettre aussi haut, c'est anticiper ce qu'ils vont réussir à en faire de leur consolidation, alors que, entre guillemets, il y a des fois où tu consolides bien ta structure financière, mais t'arrives rien à en faire parce que t'as pas d'opportunité. Donc, à confirmer. Disons que c'est un classement qui est sous condition, quoi, avec une petite étoile à côté. J'entends l'aspect chance, mais bon, de facto, t'as le first pick, quoi. Donc pour moi, tu peux pas imaginer meilleur intersaison que, en plus t'es déjà compétent de base, mais même juste, tiens, prends le first pick de la draft, qui est en plus un mec qui est génial, qui va déjà être défensif, qui va déjà être t'apporter sur le court terme. Tu vois, on parle pas de genre Anthony Edwards, qui était très potentiel, etc. Mais voilà, c'est un porteur de balle, qui va pas être très bon au début, et on l'a vu, en effet, ça a mis du temps. Voilà, on parle pas de ça, on parle d'un mec qui, de suite, s'il faut prendre seulement 5 tirs par match et défendre extrêmement bien, c'est génial. Donc j'avoue que moi, je pouvais pas passer à côté de cet aspect de quelle intersaison de fou, quoi. T'as Cooper Flagg. Plus, on l'a dit aussi, mais vu qu'il y a aussi Anthony Davis qui est là, Cooper Flagg aussi qui est arrivé, t'as aussi Derek Lively, faut pas l'oublier. Tu vois, t'as quand même une rotation intérieure qui était hyper blindée. Gafford aurait pu dire, non, moi je vais pas beaucoup jouer, j'ai pas envie de re-signer, laissez-moi tester le marché et choisir ma destination dans quelques mois. Non, ils ont réussi à le prolonger, donc ça c'est une cartouche qui se sont mis en plus, bref. Voilà. Et tu vois, peut-être qu'on va se retrouver en février et que la situation aura encore évolué, je ne sais pas, mais mais voilà, tu te mets en position au moins de faire des choses, donc ça me plaît. Même s'il n'y a pas beaucoup d'ajouts, donc on a dit D'Angelo Russell, ok. Ils ont coupé au max Olivier Maxence Prospect, c'est pas non plus une très grosse perte, pour re-signer notamment, je crois que c'est pour re-signer Dante Exum, qu'on avait bien aimé, même s'il avait été blessé en 2025, mais voilà. Voilà pour mon choix numéro 2, et donc en plus, je fais exprès, je te laisse le choix numéro 3, et donc avec ce troisième pick de la draft des intersaisons 2025 à l'Ouest, tu sélectionnes. Du coup, les Clippers. Ouais, je suis d'accord, et je pense qu'ils auraient pu être premiers, on est d'accord. Ouais, je pense que je les aurais, sans les récentes histoires, je pense que je les aurais pris premiers. Bon, là, je me suis allé. Je vais rajouter ça fait partie de l'intersaison, finalement, c'est des événements qui se passent pendant l'intersaison et qui sont en plus liés à des signatures de contrats et à des transferts. Donc, ça met une petite tâche entre guillemets. Mais si on devait résumer finalement l'intersaison des Clippers, ils ont réussi à changer Norman Powell en Bradley Beal, John Collins, Brook Lopez. Bon, et Chris Paul, je pense que Chris Paul c'est un peu plus du marketing et du gadget entre guillemets que un vrai plus. En tout cas pas en playoff. Je pense qu'en saison régulière de l'avoir en sortie de banc entre guillemets pour
peut-être animer un peu ton attaque avec justement John Collins et Lopez qui seront tes intérieurs de sortie de banc. Bon des pick and roll Chris Paul, John Collins avec Brook Lopez dans entre guillemets un petit peu genre le 5 slot ou même dans les corners, ça peut être fonctionnel. Mais en tout cas, le plus gros apport c'est celui de Bradley Beal et ça apporte finalement beaucoup plus de création que Norman Powell. Les ajouts qu'ils ont réussi à faire sans perdre la qualité de finition et la qualité de spacing. En fait, Norman Powell, il était hyper intéressant. C'est un profil de gunman, comme toi tu l'appelles. Donc, c'est un profil de finisseur sur les extérieurs qui est très, très, très efficace là-dedans. Justement, pas que finisseur. Hein. Gunman, c'est un peu Enfin, t'es finisseur, mais tu vois, finisseur, on imagine le mec en bout de chaîne, mais il peut se créer aussi pour lui, tu veux dire. Mais il fait les trucs de son côté, quoi, en fait. Oui, en tout cas, si le ballon lui arrive dans les mains, il y a peu de chances que tu le récupères, à part sur un rebond offensif, en fait. Mais c'est un peu l'idée, quoi. Et alors que Bradley Beal, du coup, est un peu plus créateur pour les autres et un peu plus créateur pour lui aussi. Finalement, c'est peut-être assez peu compris, mais c'est un joueur qui peut mener une attaque de pick and roll, finalement. Et alors que Norman Powell, il récupérait le ballon à la limite des zoom action, et dans tous les cas, la finalité était souvent la même, entre guillemets. Bradley Beal, il y a plus de diversité dans ce qu'il peut apporter, que ce soit sur du drive, du pull-up, du mid-distance, et il y a un bon toucher aussi sur les flotteurs et sur le 3 points. John Collins, il va être intéressant dans l'ajout, finalement, de menaces verticales. Et je pense que le foutre à côté de James Harden comme le mettre à côté de Chris Paul, ça peut être très intéressant. Surtout qu'il s'est développé un petit tir. Il y a des jeux de cut qui sont assez intéressants et comme il a joué au Jazz, son passing a l'air d'être, entre guillemets, d'avoir progressé. Alors à quel point c'est lié à juste le contexte dans lequel il était. Et puis ensuite, défensivement, ton équipe se cassait la gueule l'année dernière quand Zubac était pas sur le terrain parce que tu pouvais plus garder les schémas de drop entre guillemets et de protection de cercle. T'es allé chercher Brook Lopez, donc voilà. Même si c'est Brook Lopez de 2025 en sortie de banc derrière Zubac, je pense que ça sera très bon. Et t'as pas perdu Derrick Jones Jr., t'as pas perdu Chris Dunn, donc en fait tout ce qui avait permis de construire cette très bonne défense, tu les as gardés. Tous les mecs qui t'ont empêché de gagner en attaque en playoff contre Denver parce qu'ils avaient pas de tir. Mais du coup t'as récupéré peut-être des joueurs que tu vas pouvoir utiliser dans ces schémas-là finalement. Et donc après t'as perdu contre Denver sur un Game 7 finalement, donc c'est toujours un peu puis il y a des égalisations qui sont faites quand même un petit peu au dernier moment de manière un peu bizarre, enfin pas bizarre mais entre guillemets ça se joue à rien quoi la série. Non mais tu vois je blague un peu mais c'est un peu tout le propos, c'est que en playoff, ils ont hésité entre les profils défensifs, Chris Dunn, Derrick Jones, qui était bon en défense mais pas respecté au shoot, ou de l'autre côté, Bogdanovic qui apportait le spacing mais qui se faisait cibler, ou sinon le mec qui faisait un peu les deux, c'était Batum mais sur un minutage un peu limité. En fait, là, t'as Bradley Beal. Et donc là, le compromis soit offensif, soit défensif n'existe plus en fait. Peut-être défensif un tout petit peu, mais entre guillemets, c'est... Pas au point de se faire cibler quand même, pas comme Bogdanovic, je pense. Pas comme Bogdanovic, et puis même s'il s'était ciblé autant que Bogdanovic, il apportera plus en attaque, quoi. Et donc dans tous les cas, il y a entre guillemets, ils ont rien perdu. Un peu, tu vois, c'est un peu la même idée que Houston, je trouve. Ils ont rien perdu et ils ont ajouté ce qui leur manquait ou ils ont optimisé leurs forces. Donc, disons que ce qu'ils ont perdu, le seul truc qu'ils ont perdu, ils l'ont remplacé par mieux ou par aussi bien. Ça dépend les avis, mais tu vois, c'est une perte, Powell. Mais pour le coup, quand tu le remplaces par Bradley Beal, je sais qu'il sort de 2 saisons compliquées, que c'est comment dire, la source de tous les maux. Mais en fait, non, c'est quand même un bon joueur et je pense qu'intrinsèquement, Bradley Beal, c'est quand même supérieur à Norman Powell pour le coup. Mais donc en ce sens, tu vois, la perte est plus faible. C'est comme à l'époque où tu sais, Boston échange le grand Isaiah Thomas. Il dit waouh, quelle perte énorme. Mais en fait, tu l'échanges pour Irving. Donc au final, t'as pas une si grande perte que ça parce que tu retrouves un truc que tu échanges. Donc ça s'équilibre en un sens, quoi. Ouais, et il y a aussi l'idée, je trouve que finalement, est-ce que Norman Powell il est pas plus proche de John Collins que de Bradley Beal dans le style de jeu aussi, quoi. Dans le sens peu de création, plutôt de c'est pas la même type de finition, mais t'es plus sur cet aspect-là. Et c'est pas ça qui allait manquer finalement aux Clippers, c'était peut-être justement d'avoir un peu plus de création quand James Harden et Kawhi Leonard allaient pas être sur le terrain. Et le but, c'est t'as une saison longue et il va falloir arriver à les protéger entre guillemets. Et je pense que le relais de Bradley Beal va être intéressant.
et pourrait aussi mieux compléter finalement les joueurs que sont Harden et Kawhi, que peut-être KD et Booker avaient réussi à faire, quoi. Et je pense qu'il aura un rôle un peu moins primaire qu'aux Suns, et ce qui lui correspondra peut-être plus aussi, quoi. Le truc, c'est que je pense qu'il y avait aussi l'aspect de Norman Powell qui sortait d'une grosse saison. Alors, en vrai, il jouait comme d'habitude, mais il le faisait sur 30 minutes et beaucoup plus de ballons qu'avant, où il faisait la même chose, mais sur un rôle plus réduit. Donc, tu vois, médiatiquement, et même pour lui, niveau contrat, est-ce qu'il aurait pas voulu, il était en fin de contrat bientôt, hein. Il était en fin de contrat, enfin, il va être en fin de contrat l'été prochain, mais il y avait peut-être un peu ce truc de, peut-être que l'agent toque à la porte, les gars, je suis devenu, pas All-Star, mais je suis devenu gros titulaire et tout, je veux bien prolonger, mais pour cher, quoi. Donc, ça aurait été un peu délicat parce que il est relativement vieux, enfin il est pas si jeune que ça, je veux dire, il a pas non plus 22 ans et tu te dis il y a du potentiel. Il est bien, mais le profil est aussi un peu limité. Et ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'ils ont réussi un peu à se sortir de ça, de mince, on va avoir ce dilemme de est-ce qu'on le laisse partir pour rien ou est-ce qu'on le prolonge en sachant qu'on va devoir le surpayer parce que, etc., etc. Au final, c'est un coup parfait. Et en plus, un double coup parfait parce que tu vois, d'abord, il y a un trade, il est échangé à Miami. Le trade à 3, là, Miami, Utah et Clippers. Et là, on se dit, mais attendez, pourquoi est-ce qu'ils ont lâché Norman Powell pour juste John Collins, qui était, le Jazz voulait s'en débarrasser, qui est un joueur imparfait lui aussi. On se dit, ok, Powell, c'est pas parfait, mais il vaut mieux avoir, pour cette somme-là, il vaut mieux avoir Powell que Collins. Sauf que ceci est complété par la suite par, évidemment, Bradley Beal qui arrive après son buyout. Déjà, c'est incroyable, je trouve, d'avoir Bradley Beal à ce tarif-là. Moi, tu vois, j'aurais pensé qu'il aurait pu se barrer, avoir un peu son équipe ou être un peu plus haut dans la hiérarchie. On verra. Il a plutôt accepté un petit salaire pour être avec une bonne équipe. Donc c'est cool, mais je pense qu'ils ont dégainé le trade, sachant que Bradley Beal allait signer, à mon avis, hein, parce que sinon c'est un peu trop risqué de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, Bradley Beal, il vaut pas 12 millions. Je pense qu'il vaut largement plus. Alors il vaut pas 50, on est d'accord, les fans des Suns. Il vaut pas 50, mais il vaut plus que 12. Mais sauf que tu peux faire ça, parce que grosso modo, l'argent qui était sur Powell, il va sur John Collins, qui est un backup qui du coup va être très surpayé, un peu largement surpayé, je pense. Mais du coup, c'est possible de faire ce move-là parce que tu as Bradley Beal qui est beaucoup moins cher. Donc bref, c'est assez génial. Donc il y a ça, il y a Bradley Beal. On l'a pas dit, mais James Harden aussi a re-signé. Et moi, alors, Nico Batum aussi a re-signé, au passage, pour des petites minutes de vétéran. Brook Lopez aussi, c'est top en backup, vu qu'en titulaire, ça commençait un peu à tirer la langue, mais en backup sur 1 minute, tu vois, moi, ça me plaît. Chris Paul, j'avoue que j'attends de voir quel va être un peu le niveau ou même l'utilité. Je suis pas sûr qu'il soit là tous les matchs, 25 minutes par match, quoi. Tu vois, je sais pas encore, mais bon, ça peut pas faire de mal d'avoir ce mec-là dans le vestiaire, quoi. Oui. Mais ce que j'aime bien, c'est le duo de backup pivot et aussi, là encore, on retombe là-dessus, mais la diversité de profils que tu obtiens, parce que le problème de John Collins, c'est le manque de défense, et l'autre problème, c'est que pourtant, t'as besoin qu'il joue pivot ou qui joue comme le gros, parce que sa force, c'est pas le shoot, c'est plutôt le fait de faire des pick and roll. Donc il faut qu'à côté de lui, tu aies à la fois un mec qui sache shooter pour que ce soit lui l'opposant d'écran, mais que de l'autre côté, il faut que ce même mec, ce même partenaire, sache défendre, pendant que lui, il joue un peu comme un extérieur. C'est exactement ce qu'est Brook Lopez. Donc j'aime bien, parce qu'on va pouvoir un peu former ce duo-là avec le poste avec la seconde unité, quoi, avec les backups. Ça, c'est cool. Et puis pareil, c'est aussi une menace de pick and roll, un peu athlétique, que n'avait pas forcément James Harden. Moi, j'aime beaucoup, et toi aussi, le duo avec Zubac. Mais là, t'apportes un mec qui potentiellement peut mettre la pression au panier sur des rôles, cette gravité de rôle ROLL, etc. Donc, ok, Collins va être surpayé, mais finalement, dans le cadre global, tu vois, si tu dézoomes un peu, pas seulement Collins, mais l'ensemble, tu te dis, bon, ben, pour telle somme, on a et Bradley Beal et John Collins. En fait, c'est cool, quoi. C'est acceptable, on va dire. Pour moi, c'est acceptable, et même, je trouve qu'il y a un peu un apport de John Collins sur du pick and pop qu'ils avaient pas forcément. Un peu, ouais. Et puis, t'as une vraie menace verticale qui apporte, peut-être qui va même soulager un petit peu et Zubac et Harden aussi dans la facilité des choses. Et c'est un joueur qui a aussi appris à évoluer à côté de pick and roll sur des coupes à 45. Donc, tu peux très bien je pense, le faire jouer à côté de Zubac en poste 4 finalement. À tester. Mais pour moi, c'est pas totalement déconnant, en tout cas, s'ils le font. Ouais. Parce que c'est un joueur qui sait quand même évoluer dans l'espace et qui sait se déplacer sur des cuts depuis la 45 ou depuis la baseline. Donc, je pense que ça va apporter peut-être plus de variété à leur jeu qu'on peut penser, parce que c'est un joueur qui est au Jazz depuis 2 ans et du coup qu'on a totalement rayé de la carte entre guillemets basket, parce que dès qu'on le voit faire quelque chose, on se dit dans tous les cas ce qu'il le fait, il le fait au Jazz et ça a pas vraiment de valeur, quoi. Et à Atlanta, on a vu que l'attaque était très cool, mais la défense était un peu limitée pour un rôle de titulaire, quoi. Et là, il est pas titulaire, donc ça c'est bien aussi.
Et pareil, tu vois, si t'affrontes les Rockets, éventuellement, qui peuvent être un énorme candidat à l'Ouest, les Rockets, si les Houston dégainent sa carte de on va jouer immense, jeu des possessions, bah qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aussi, toi, aligner et Zubac et Brook Lopez et un peu contrer cette carte-là des Rockets. Donc là encore, tu vois, la diversité des profils fait que tu peux aller hyper gros, tu peux revenir sur du plus petit avec John Collins en poste 5 et Kawhi Leonard poste 4, enfin, si son contrat l'autorise, je veux dire. Mais, mais voilà, on a quand même une superbe intersaison, je trouve, de bout en bout. Et même Harden, hein, je sais pas si je crois qu'on l'a dit rapidement, mais qui a re-signé alors qu'il aurait pu, il aurait pu ne pas prendre son option et se barrer en free agency. Il reste, donc voilà, je pense que globalement, on a quand même, c'est peut-être sur le court terme, numéro 1 ou numéro 2 avec Houston, mais potentiellement, si tu me dis c'est la meilleure intersaison pour la saison 2026, je pense que je suis peut-être d'accord. Très bien, donc pour les Clippers en numéro 3 et donc le 4e pick de cette draft des meilleures intersaisons 2025 est pour moi. Et je vais sélectionner les Los Angeles Lakers, très simplement. Est-ce qu'ils étaient par là pour toi? Je pense que oui. Bon, très simplement, en fait, avec Dallas, j'ai dit Cooper Flag. Je pense qu'avec les Lakers, l'intersaison est réussie pour une seule raison. Enfin, Marcus Smart. Pas que pour une seule raison, mais non, pas Marcus Smart. C'est pas que l'intersaison est réussie que avec ça, mais le simple fait de faire ça, tu réussis l'intersaison 2025, 26, 27, peut-être 28 même, la signature de Doncic. Qui, moi, ne me paraissait pas une évidence à 100%, c'était peut-être 80 ou 90, d'accord, mais qui, de toute évidence, ça s'est fait, donc tant mieux, tu sécurises Doncic sur long terme, alors que il y avait mine de rien un peu ce truc de bon, bah ok, il vient d'arriver à Los Angeles, il pourrait très bien aller signer, quitte à signer un max, il pourrait le signer ailleurs, il pourrait très bien dire, bon non, pourquoi je signerais 50 millions ou 55 aux Lakers, autant aller à Denver jouer avec Jokic ou avec Wembanyama, ça s'imaginait. Là, tu as réussi à sécuriser ça. Et d'ailleurs, tu as réussi à faire du mal à San Antonio, qui peut-être s'attendait à ce que potentiellement Doncic soit là. Donc en plus, tu affaiblis la concurrence. Mais voilà, Doncic, c'est un peu le point de départ. Le sécuriser long terme, c'est très cool parce que soit tu vas jouer avec lui pour encore 10-15 ans et c'est la folie, soit si même un jour il veut demander un trade, tu l'as sous contrat. Donc tu peux l'échanger. Mais bref, donc Luka Doncic, génialissime, un top 3 NBA, même pas besoin de le préciser, mais le fait de l'avoir prolongé, super. Et puis même, ils ont quand même réussi à récolter 2-3 bonnes signatures par ailleurs, tu vois. Marcus Smart, évidemment, un ajout pas cher après un buyout à Washington, donc il signe pour pas grand-chose. Ayton aussi, tu vois, moi, Ayton, j'étais un peu parmi le camp, j'en ai déjà parlé, mais le côté, c'est un joueur qui est intéressant. Un peu trop payé, mais ça pourrait être intéressant dans tel ou tel contexte. Si on passe... outre le fait que oui, c'est un peu surpayé, là tu l'as même pas surpayé, là tu l'as sur une partie de la mid-level, donc quelques millions à peine par an plutôt que 30 millions, quoi, où c'était trop cher. Là tu l'as pas cher, donc ça c'est bien. Au moins t'as quelqu'un qui peut un peu défendre, si on se souvient de ses bonnes saisons aux Suns, qui peut même plutôt très bien défendre si on retrouve ce niveau-là, plus la menace de pick and roll, avec verticalité au panier, plus même le toucher de balle où tu fais une pocket pass dans la raquette, il peut même mettre un flotteur à 2-3 mètres du panier. Donc un partenaire pour Doncic, c'est cool, c'est ce qui manquait. Marcus Smart, et même, je crois que t'aimes bien aussi, tu vois, Jack LaRavia, le petit, l'ancien de Memphis qui était allé à Sacramento pendant 6 mois. Bah, en plus, je trouve que c'est peut-être trop petit encore comme échantillon, mais je pense qu'il va pouvoir un peu répondre parfois à des problèmes de spacing qu'ils ont pu avoir. T'as un aspect un peu connecteur aussi, balle en main, entre guillemets, qui avait un peu plus, qui avait pas trop du côté de Dorian Finney-Smith. Parce que du coup, chez les Lakers, ils ont quand même perdu Dorian Finney-Smith, qui est peut-être un peu la seule zone d'ombre, entre guillemets, de leur intersaison, quoi. Mais, Jake LaRavia, du coup, peut-être apporte le côté tir et connecteur en attaque. Et, à l'inverse, Marcus Smart, ce sera plutôt, l'aspect et connecteur et du coup défense. Mais, entre guillemets, tu vois, je pense qu'ils auraient peut-être préféré garder Dorian Finney-Smith entre guillemets plutôt que d'avoir à le recréer en 2 joueurs. Mais d'un autre côté, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et je pense que dans tous les cas, ça sera 2 joueurs intéressants qui joueront pas forcément ensemble parce que je pense qu'offensivement, ils vont peut-être un peu se marcher dessus dans le rôle du connecteur, quoi. Dans des styles complètement différents, mais je pense que c'est pas exactement genre il va y avoir une énorme synergie entre les deux, même si du coup eux deux ont joué l'année dernière à Memphis, parce qu'en réalité du coup c'est là avec ces moves là les Lakers récupèrent les salary dump de Memphis de l'hiver dernier,
Parce que Laravia, du coup, aux Kings et Smart aux Wizards, c'était exactement ça. Ouais. Et les deux, quand jouaient ensemble, j'avais regardé un peu des matchs de Smart à Memphis avant le trade, était assez intéressant aussi parce que du coup, c'est des joueurs qui sont bons sur cut et qui savent bien se déplacer sans ballon, entre guillemets, et profiter un petit peu de la gravité. À Memphis, c'était celle de Ja Morant ou de Jackson Jr. Et donc, je pense qu'à côté de joueurs gros porteurs de balles, ils peuvent être pertinents aussi. Donc, je pense que c'est un bon move. En vérité, moi, c'est un peu le gros malus, quoi. C'est Finney Smith. Parce que là, je prends plutôt le prisme de l'intersaison et au sens un peu long terme de, voilà, tu re-signes Doncic, c'est génial, à long terme, c'est le principal, etc. C'est vrai qu'à court terme, tu l'avais déjà l'an dernier dans l'effectif, donc c'est pas non plus un ajout sur le plan sportif, non pas construction d'équipe, mais sportif. Tu dis, tu l'avais déjà et t'as perdu Finney Smith, qui était littéralement un titulaire à 48 minutes par match, quoi, sous JJ Redick. Mais t'as perdu un gros joueur que t'as pas totalement remplacé, je trouve. Ou en tout cas, j'ai plus de doutes sur la viabilité des deux côtés du terrain de Marcus Smart. Peut-être que tu vas m'en vouloir. Mais il me semble que il y a aussi des questions de santé. On verra comment ça va se faire. Ouais. Mais tu vois, peut-être, ça se trouve, Marcus Smart, après 2 ans à avoir été un peu blessé à Memphis, il va arriver ici, pas de problème. Mais j'ai l'impression que t'as perdu un gros titulaire. C'est dommage. C'est un peu dommage, ce petit malus de Finney Smith. En plus, avec, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment le GM qui aurait mal parlé de Finney Smith dans le dos pour faire baisser le tarif, mais du coup Finney Smith l'a appris. Et du coup, il s'est dit, non, j'ai pas envie de rester là avec un GM qui parle mal de moi. Mais globalement, il y a la victoire du dossier Doncic. Après, les ajouts sont sympas. Par ailleurs, mais c'est pas la folie, quoi. Tu vois, je crois que je préfère d'autres ajouts dans d'autres équipes. Tu vois, les Clippers, il y a un ajout pur de Bradley Beal, de Brook Lopez, etc. Là, c'est sympa, mais je trouve pas ça génial. Cela dit, autre point positif, LeBron James. Ils ont quand même la main sur le dossier LeBron, parce que LeBron a pris son option. Donc au final, tu vois, ils auraient très bien pu avoir un salaire de 50 millions qui s'évapore dans la nature et sans qu'il n'ait rien en contrepartie. C'était compliqué pour LeBron parce que lui veut beaucoup d'argent. S'il n'avait pas pris son option pour être free agent, il n'aurait pas trouvé un salaire à 50 millions ailleurs. À moins de Brooklyn, mais il n'aurait pas voulu aller à Brooklyn, évidemment. Mais dans les faits, mine de rien, ils n'avaient pas trop de contrôle dessus et peut-être que c'était la seule possibilité probable. Mais dans les faits, tu gardes la main sur ce dossier. Enfin, quoique, il a quand même une autre trade clause. Mais je veux dire, s'il veut partir et qu'il veut bien te faire trader, qu'il demande un trade, t'as quand même la main là-dessus. Donc, t'as pas 50 millions qui s'évaporent. T'as, ok, il faut qu'on fasse partir LeBron, il veut partir, c'est lui qui demande. Mais au moins, ces 50 millions, tu peux les transformer en 50 millions d'autres choses. De Gafford, Washington, Klay Thompson ou n'importe quoi. Ou alors tu l'envoies, je sais pas où, peut-être aux Clippers, j'en sais rien, mais il y a quand même ça aussi, quoi. En termes de rétention de valeur, c'est un point important, alors qu'il y a peut-être eu un moment où ils essayaient de faire pression, le camp de LeBron, pourquoi pas partir, etc. Donc ça, c'est aussi un positif, c'est que c'est pour l'intersaison, mais peut-être pour dans quelques mois. Bon, déjà, tu gardes LeBron, tu peux aussi le garder, et sportivement, c'est cool, évidemment. On enfonce les portes ouvertes. Mais même dans le cas où il y a une catastrophe, au moins, il est sous contrat, donc tu as un peu plus de dérapage contrôlé, on va dire. Oui, c'est un peu aidé. Pour moi, ils étaient assez hauts dans le classement, juste du fait des signatures, entre guillemets, de l'option de LeBron et du contrat de Doncic, quoi. Entre guillemets, tu valides, avec l'intersaison, tu valides ta trade deadline. Et du coup, s'il l'avait pas validé, l'intersaison aurait été mauvaise parce que du coup, en fait, ta trade deadline, elle aurait servi, entre guillemets, à rien. Alors que là, c'est comme si le trade, il avait été confirmé cet été. Et du coup, par la confirmation finalement du trade et du trade long terme, tu réalises une très bonne intersaison parce que du coup, tu transformes, entre guillemets, l'essai que t'as fait à l'hiver, quoi. Oui, parce qu'en février, tu l'échanges. C'est génial d'avoir Doncic, mais il est quand même en fin de contrat dans 1 an et demi. Quoi. Voilà. Donc, et tu vois, par exemple, Dwight Howard, à l'époque, qui pendant 3 ans a dit « je vais aller aux Lakers », il y va, tu l'obtiens à 1 an de la fin de son contrat, et au final, il se barre sans rien. Quoi. Il se barre en free agency à peine un an plus tard. Quoi. Donc, il y a toujours ce risque, quand tu fais un échange pour une star, qu'après, parfois, elle peut se aller. Même les Lakers, ça leur est déjà arrivé, quoi, pour le coup. Donc ouais. Mais voilà, la signature de Doncic est géniale, et ça fait pas partie de l'intersaison en soi, mais juste pour dire aussi, la force de cet effectif en termes de construction, c'est qu'il y a plein de contrats de taille moyenne. Donc il y a quand même moyen de, si c'est pas LeBron, et je pense peut-être pas LeBron, mais par d'autres moyens, tu vois, Vanderbilt 11 millions, Gabe Vincent 11 millions, Maxi Kleber encore 11 millions, Dalton Knecht c'est que 4 millions, mais il y a un intérêt sportif aussi pour mettre dans les échanges. Même Hachimura c'est 18. Tu vois, il y a quand même pas mal de contrats un peu de taille moyenne pour un peu remodeler l'effectif à droite à gauche si besoin, et en plus des joueurs où si tu te débarrasses des 11 de Vanderbilt et des 11 de Gabe Vincent, c'est pas la catastrophe non plus, quoi. Donc j'aime beaucoup la situation contractuelle où sont les Lakers. Je pense qu'ils sont pas tant que ça améliorés entre juin et octobre, un peu, mais pas des tonnes. Par contre,
ils sont quand même bien set-up pour le futur. Entre Luka Doncic que tu as signé et les futurs contrats, etc., etc. Bref, avançons. Le chrono défile. Je peux te lancer avec ce 5e pick des meilleures intersaisons 2025. Tu sélectionnes Denver Nuggets. Les Denver Nuggets. D'accord. Alors, explique-nous. Alors, déjà, il y a l'aspect financier. À la limite, on va pouvoir passer dessus vite fait. Tu as plus le contrat de Michael Porter Jr. Et je pense qu'ils ont ils avaient deux contrats problématiques, celui de Jamal Murray et celui de Michael Porter Jr. Entre guillemets, t'as réussi à t'en débarrasser d'un. Donc de ce côté-là, peut-être sur le move financier, entre guillemets, l'aspect long terme et l'aspect cap space, t'as fait un bon move sur ça. En tout cas, moi, je pense que ça a un peu assaini les finances. Et de l'autre côté, sportivement, je trouve que tu t'es amélioré. Je trouve que déjà avec la signature de Bruce Brown, tu récupères un joueur qui te manquait finalement, que t'avais perdu. Au minimum en plus. Donc, oui. Que t'avais perdu et qui t'avait clairement manqué. Donc en vrai, ça c'est un super move. Je pense que la signature de Jonas Valanciunas à la place de Saric a entre guillemets un peu de sens, et Valanciunas fera un backup dans certains contextes de saison régulière et de playoff qui pourra être très utile derrière Jokic, et surtout qui sera dans tous les cas plus utile que DeAndre Jordan. Et le dernier point du coup, c'est l'arrivée de Cameron Johnson, qui, je sais pas à quel point c'est pas même un meilleur joueur que Michael Porter Jr. Et plus j'y pense, plus je me pose un peu la question de Michael Porter Jr. était-il tant si bon que ça off-ball, ou est-ce que c'était pas peut-être aussi énormément lié dans le contexte dans lequel il était? Et aussi ce que Cameron Johnson va apporter du coup, c'est déjà plus de capacité de porter la balle sur des choses qui sont intéressantes collectivement. En gros, Cameron Johnson l'année dernière, il a été énormément utilisé comme porteur de balle. Donc, c'est-à-dire qu'on va le retrouver sur parfois un peu du pick and roll, sur des zoom action, où il va être capable, entre guillemets, de prendre la décision. Parce que du coup, c'est un bon shooter. C'est pas un shooter d'élite comme Michael Porter Jr., mais c'est un bon shooter. On parle de plus de 40% sur les catch and shoot et plus de 35%. Je pense qu'ils sont au même niveau, à peu près. On est quand même sur aussi un shooter d'élite, à mon avis, Johnson. Ouais. Tu vois, moi j'essaie de pas m'emballer entre guillemets, de dire qu'ils avaient peut-être un peu perdu en shooting, mais que du coup sur le reste, entre guillemets, il y a que du bonus. Il drive 3 fois plus que Michael Porter Jr. Par match. Il fait 2 fois plus de création à la passe que Michael Porter Jr. Ouais. Il a plus de diversité entre guillemets dans sa manière d'attaquer. Les zones de tir sont les mêmes entre guillemets, et l'efficacité dans chacune des zones est la même. Par contre, Cameron Johnson aussi va beaucoup plus sur la ligne des lancers francs que Michael Porter Jr. Et même le passing est pas génial, mais il existe, tu vois. Porter Jr. pas du tout. Et en fait, Cameron Johnson, je pense que on va pouvoir même le retrouver dans des actions où on retrouve d'habitude Jamal Murray. Pas autant développé à la création, mais il fait énormément. C'est un des joueurs qui fait le plus de end-off, je pense, de NBA l'année dernière. Pas de son fait à lui, mais du système des Brooklyn Nets. Sauf que les end-off, c'est un truc qu'on retrouve énormément à Denver. Et du coup, je pense que ça va leur faire beaucoup de bien finalement. En fait, ils ont ajouté un créateur secondaire ou tertiaire qu'ils avaient pas. Et peut-être qu'ils perdent un peu en finition et en création sans ballon, mais en création avec ballon et ils gagnent. Ils perdent pas en spacing, ils perdent pas en défense. Je pense pas que Cameron Johnson soit un moins bon défenseur que Michael Porter Jr. J'ai regardé un peu les Nets l'année dernière, il est toujours bien, je trouve très régulièrement bien placé. Il a un corps qui est assez intéressant pour pouvoir défendre différentes situations sur et sans ballon, mais ça manquait un peu d'entrain parfois et d'implication défensive l'année dernière. D'un autre côté, il jouait dans une équipe qui tankait, donc difficile entre guillemets à évaluer. Donc sur la défense, je préfère pas me prononcer, mais je pense qu'en attaque, il apporte beaucoup plus de variété et qui fait perdre très peu de choses finalement. Donc Denver, pour moi, peut-être c'est rapproché d'un poste de genre deuxième favori à l'Ouest, quoi. Entre guillemets, je les mets derrière OKC après ce trade là, quoi. Le truc qui est hyper appréciable, je pense, c'est qu'il y a des ajouts de net positifs presque, tu vois. T'échanges Darius Saric qui était plus dans la rotation contre un mec comme Valanciunas. Bon, c'est pas parfait. Je pense que par contre, il peut être utile en régulière. C'est un mec d'un niveau de régulière un peu plus élevé, donc déjà pour ça c'est bien.
en playoff, je pense qu'il y a des séries où il ne touchera même pas le terrain, quoi. Je pense que si tu tombes contre les Warriors et leur motion offense, à mon avis, il sera pas sur le parquet, ou des séries comme ça. Par contre, tu affrontes les fameux Houston Rockets avec Adams et Sengun au poste 3 et aussi Tarrison, et enfin, c'est ce line-up immense. T'as quand même cette carte à dégainer de tiens, on a ce gros qu'on peut sortir pour atténuer un peu le jeu des possessions, donc ça c'est quand même très cool. Donc ça j'aime bien. Donc net positif, on va dire, t'échanges un mec qui était pas dans la rotation pour un mec qui peut t'aider, ok. On passe sur l'Imbroglio, le bras de fer, hein. Il voulait aller en Europe, mais finalement il a accepté de rester, il a l'air d'accepter de rester, je veux dire, de bonne foi. C'est pas juste on le force, donc tant mieux, je veux dire, c'est pour ça que c'est un bon positif. Bruce Brown ajout net positif également pour un salaire ridicule, donc ça c'est génial. Et après la question c'est Cam Johnson contre Michael Porter Jr. Bon, mettons de côté les citations de podcasts récentes de Michael Porter Jr. On peut comparer les podcasteurs parce que les deux en font, tu vois. C'est vrai. Est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? Je pense pas. Bon, bref. Non, je peux comprendre l'idée de dire que c'est un meilleur rapport qualité-prix Cam Johnson par rapport à Michael Porter qui était signé un gros contrat. Donc là-dessus, il faut dire aussi que c'était un peu le premier domino qui allait tomber. C'est-à-dire que les Nuggets, il y avait ce côté 3 immenses salaires, donc aucune flexibilité. Le premier que tu fais partir, c'est Michael Porter Jr. Peut-être que le deuxième sera Jamal Murray, on verra. Mais là, c'est clairement, voilà, tu sacrifies Michael Porter parce que tu es un peu obligé. Tu vas pas sacrifier directement Jamal Murray. Donc, ok, très bien. C'était un gros salaire. Tu prends un shooter, sans doute tout aussi bon au shoot, mais moins cher. Donc, sur la rentabilité qualité-prix, je veux bien entendre. Même, je peux aussi entendre parfois sur le côté, oui, mais c'est un meilleur joueur Cam Johnson. Je tempérais un peu la période des Nets où il y a quand même plus de passes décisives, plus de ballons, etc. Parce que c'est le seul joueur NBA de l'effectif avec Claxton. Donc il a plus de ballons. Mais je veux dire, je pense que dans une équipe d'élite, pour moi, on connaît un peu plus le Cam Johnson de Phoenix, un rôle un peu plus sobre. Peut-être que je me trompe, mais j'imagine pas non plus tant que ça de surplus de création balle en main, par exemple. Premièrement. Tu vois, peut-être pour rester là-dessus d'abord, avec le banc, je me pose la question justement. Et je me demande s'il va pas du coup plus jouer avec le banc entre guillemets et qu'on va retrouver entre guillemets le Cam Johnson de Phoenix avec les titulaires et le Cam Johnson des Nets sur les minutes avec le banc. Et je pense qu'il y a un peu un truc au niveau de la gestion des rotations, c'est un truc où ils avaient beaucoup de problèmes du coup Denver parce que ça s'écroule littéralement quand il n'y a pas Jokic. Et pour moi, un joueur comme Cameron Johnson sera plus capable de pallier la création offensive quand il n'y a pas Jokic que Michael Porter Jr. entre guillemets, parce qu'en plus, c'est des types d'actions qu'il a été utilisé au Nets qui pourront être réutilisés entre guillemets sur les minutes sans Jokic avec le c'est un peu moins stéréotypé en plus, tu vois, parce que Porter Jr. aussi en faisait de la création secondaire sans Jokic, mais c'est vrai que c'était un peu ça driblait pas beaucoup, quoi. Johnson non plus, pas des tonnes, mais un peu plus on va dire. Mais ok, je veux bien conseiller ça, je te le donne, j'admets. Merci. Et j'espère que ça va arriver. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est par rapport à l'identité de l'équipe, qui est quand même très forte autour de ce côté un peu cassage de bouche, quoi. C'est-à-dire la fréquence de tir au panier qui est immense. Ça passait par Jokic, Gordon, mais aussi des cuts et des cuts de Porter Junior. Mais tu vois pourquoi ça marche aussi? Parce qu'il y a une taille qui est immense chez Michael Porter Jr. Donc quand il fait un cut face à un poste 3 un peu plus fin ou un poste 2 ou n'importe, en fait, t'avais cette présence au panier, premièrement, et puis aussi le côté rebond offensif. Ouais, je suis d'accord. Et ça fait aussi partie de l'identité de Denver, de ce côté martelé rebond offensif, avoir des positions supplémentaires, etc. Je veux bien entendre, hein. Tu remplaces un shooter qui était très cher par un shooter d'aussi bonne qualité un peu moins cher, ok, mais quid de ça? Quid de ce côté? À quel point tu perds un peu sur rebond offensif et présence au panier et cut? Parce que Cam Johnson, il peut peut-être être un peu meilleur en porteur de balle. Au niveau cut, c'est pas la même chose. Au niveau présence au panier sur des cuts, c'est pas du tout la même chose. Et plus aussi la défense, où je trouve que Porter Junior c'était pas parfait, mais c'était quand même bien amélioré. Et pareil, je pense qu'il n'y a pas un écart si grand que ça, voire même il y a des situations où je préfère un peu la taille fonctionnelle de MPJ. Potentiellement, ouais. Donc je comprends, il fallait le faire pour la flexibilité, mais je voulais juste un peu tempérer parce que je vois beaucoup d'avis qui disent ouais, c'est un énorme, c'est un slam dunk, c'est incroyable l'écart de valeur. Je dis oui, c'est intéressant pour la flexibilité, ça peut même être cool sportivement, mais je me pose des questions sur ce côté identité un peu offensif, quoi. Mais d'un autre côté, est-ce que le changement d'identité offensive, c'est pas quelque chose qui était nécessaire parce qu'en réalité, ils arrivaient à un plafond. Peut-être, hein. Et pour l'aspect défensif, je me dis aussi, en fait, l'arrivée de Bruce Brown, entre guillemets, si tu la joins à l'arrivée de Cameron Johnson et que tu prends les deux, t'as aussi tu peux compenser là-dessus aussi.
et qui a aussi un jeu plus de connecteur, peut-être plus dans les coupes off-ball. Mais Cameron Johnson, c'est clairement un truc qui fait moins bien que Michael Porter Jr., c'est les coupes off-ball. Après, sur le mouvement sans ballon, plus en périphérie, peut-être qu'il y a moins de pertes là-dessus. Mais par contre, sur la pression au cercle, le rebond et la taille qu'a apporté Michael Porter Jr., je te rejoins totalement. Bon, juste un peu pour nuancer. Par rapport au duel Johnson et MPJ, mais globalement, quand on rajoute Bruce Brown pour rien du tout, sous-payé, plus Valanciunas en net positif également, c'est une excellente intersaison, je pense, je suis d'accord. Petit rajout au montage pour appuyer le propos qui était tenu. Oui, on a oublié avec Azad de citer Tim Hardaway Jr. Effectivement, Tim Hardaway Jr. également une signature au minimum. Donc voilà, de la profondeur avec un joueur qui est pas génial, mais tout de même un joueur NBA qui apporte numériquement de la présence, alors que l'an passé c'est un peu ce qui manquait. On a oublié Tim Hardaway Jr. Il fallait tout de même le citer pour compléter cette excellente intersaison de la part de Denver. Très bien, donc Denver, toi c'est ton choix numéro 5 et moi avec le 6e choix de la draft des intersaisons 2025 de l'Ouest, je vais prendre les San Antonio Spurs. Je vais prendre les Spurs, je suis étonné que tu l'aies pas pris plus tôt, mais j'ai beaucoup aimé. Alors le coup dur c'est de voir que Luka Doncic a re-signé du côté des Lakers, mais il y a quand même plein de très bons ajouts. Déjà, tu as de la chance d'être une équipe qui est pas si catastrophique que ça, mais qui, merci la loterie, wink wink, tu obtiens Dylan Harper, qui de très loin a l'air d'être le deuxième meilleur prospect de la draft au moment de la draft, donc ça c'est quand même très cool. Un ajout pur de Dylan Harper, on verra, hein, il y a déjà Stephen Castle, il y a déjà David Vassell, donc peut-être question de fuite, etc. Mais tu vois, c'est un ajout de talent pur qui t'a rien coûté. Vraiment, on t'ajoute un talent assez énorme pour aucune prix de contrepartie de salaire, de trade, etc. Donc ça, génial. Premièrement, potentiel d'un top talent. Luke Cornett aussi. Cornett qui est génial, je pense que tu pourras en parler aussi, tu as fait une vidéo je crois là-dessus, mais Cornett qui était un joueur qui a explosé à Boston l'an passé dans ce rôle de roamer, de safety défensif, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la finition au panier, parce qu'il n'est pas explosif mais il est tellement grand, tellement long qu'il y ait de la présence au panier, de la finition un peu classique au panier, plus également du short roll, du passing en mouvement, extra passe en mouvement après le pick and roll, des jeux de main à main. Enfin, c'est un joueur extrêmement intéressant, je trouve, pour un salaire qui est pas si grand que ça. Je sais pas si tu te souviens un peu de son salaire, mais c'est pas non plus 30 millions, quoi. C'est quoi, c'est je l'ai plus en tête du coup, c'est quoi, c'est 10, 12, 15, je sais plus, mais c'est largement abordable. Et ça, plus d'ailleurs, en parlant de draft, Carter Bryant aussi, que tu as dans la loterie. Donc tu as un choix numéro 2, un deuxième talent de loterie, quand même pas mal du tout. Plus Luke Cornett qui va pouvoir un peu faire une paire d'intérieur, peut-être la plus dévastatrice de NBA au panier avec Wemby. Ok. Plus aussi, tu étais allé gratter Kelly Olynyk, qui végétait chez les Pelicans et tu vas le chercher pour pas grand chose. Donc ça, c'est quand même très cool. Un pivot, en tout cas intérieur, porteur de balle, ça apporte de la création, ça apporte aussi de la polyvalence. Donc tu as une option plus défense avec Luke Cornett, mais tu as aussi une option plus Kelly Olynyk, dribble and off aussi, passing pick and roll qu'on avait vu à Utah. Rappelle-toi, tu sais, il y a une partie de saison à Utah au Jazz où il fait un peu le grand porteur de balle. Plus également, il faut le dire aussi, la cerise sur le gâteau, tu as re-signé De'Aaron Fox. Et bon, c'est sportif, mais tu l'avais déjà. Mais c'est surtout en termes de construction d'équipe. Tu sécurises De'Aaron Fox qui allait être free agent, un peu comme Doncic. Hein. C'est pareil, c'est-à-dire que tu fais un échange pour lui qui est bien, tu élimines le risque. Et ce qui ne veut pas dire que long terme, Fox sera ton meneur long terme, d'être le partenaire de Wemby. Je pense que tu pourras faire mieux. Peut-être aussi que Stephen Castle ou Harper vont exploser à un niveau plus haut, vu qu'ils sont encore plus jeunes, avec potentiel. Mais au moins, tu le sécurises. Donc, si quelqu'un explose, si Luka Doncic ou un type Luka Doncic est dispo sur le marché, s'il y a Giannis par exemple, en fait tu peux le faire le trade. Tu peux faire un trade, monter un trade pour ça parce que tu as l'énorme salaire de De'Aaron Fox. Donc c'est quand même tu vois, j'ai décrit 4, 5, 6 noms, c'est quand même une intersaison assez géniale entre contrat de Fox, entre Harper en bonus total de talent pur, Carter Bryant, Luke Cornett, un salaire très négociable et très acceptable, plus Kelly Olynyk que tu vas chercher de nulle part pour pas grand chose. C'est quand même pas mal, surtout vis-à-vis de ce qu'ils ont échangé. Ils ont perdu Mamou, qui est parti à Toronto. Ils ont perdu Malaki Branham, on s'en fiche un peu, et Blake Wesley, que moi j'aime bien, mais le 3 points ne rentrait pas. Donc en fait, il n'y a que du net positif et quasiment aucune perte, quoi. Non, ça c'est sûr. Peut-être le seul bémol, entre guillemets, ce serait la prolongation de Fox, le coût, entre guillemets, que ça a. Mais en réalité, est-ce que c'est pas juste un joueur qui a pour but d'être échangé, quoi? Parce que en fait c'est le fit avec Wemby qui me pose problème.
Oui. dans Oui. l'équipe. Et du coup, le court terme, je suis pas fan, entre guillemets. Enfin, le court terme, je suis fan de l'ajout des joueurs draftés et de Luke Cornett. Ça, genre, franchement, pour moi, c'est très très bien. Mais d'un autre côté, il y a que la partie Luke Cornett où ils sont pour quelque chose. Le reste, c'est juste, entre guillemets, de la chance. Et la partie d'Aaron Fox, je comprends que dans tous les cas, t'étais obligé de le prolonger parce que t'es allé le chercher, donc tu vas pas le perdre pour rien. Mais 30% du cap pour De'Aaron Fox, t'as intérêt de trouver preneur, quoi. Et c'est un peu plus ça, moi, qui m'embête finalement. Et je me pose la question de est-ce que avec Wembanyama dans ton équipe, t'avais pas mieux fait parfois sinon de laisser partir et de signer un agent libre, même peut-être en dessous du max, ou parce que t'as pas les bird rights ou quelque chose comme ça. Mais je me demande à quel point ce contrat va pas leur revenir dans la gueule entre guillemets, parce que à part une équipe qui tank, personne va envoyer 30% de son cap dans De'Aaron Fox. Enfin, je pense pas en tout cas. Bah, après, ça dépend. Déjà, faut dire que Fox s'est tombé après Luka Doncic. D'abord, Luka Doncic a prolongé, Oui. et donc ensuite, Fox a été prolongé. Donc je pense que les dossiers étaient un peu liés au final. Mm-hmm. Mais là où ça me dérange moins, premièrement, c'est que le reste des cadres de San Antonio, vu qu'on est en début de cycle, tous les autres cadres sont en contrat rookie, donc ils sont largement sous-payés. Donc au final, si tu as Wemby plus Castle plus Harper plus Fox, un quatuor qui est payé, je sais pas moi, je sais pas combien ça fait à la fin, mais je pense 70 millions, que les 70 soient répartis avec 3 mecs sous-payés parce que rookie et un mec un peu plus surpayé, c'est pas très grave, tu vois. Donc il y a un peu premièrement ce côté-là où ça te bloque pas encore pour l'instant parce que t'es pas encore ultra compétitif, donc t'as pas besoin de méga optimiser le cap, et en plus les autres cadres sont sous-payés, donc ok. Et en plus pour moi il y a l'aspect de comment dire, Fox tu l'échanges, mais c'est un profil que tu vas échanger que pour avoir un joueur de stade supérieur, tu vois. Et donc dans ce cadre-là, en fait l'équipe en face elle va pas être trop demandeuse. Je prends un exemple tout bête, hein. Si Giannis demande un trade, en fait, ok, Fox c'est moins fort, mais t'es Milwaukee, tu vas perdre Giannis. Bon bah tu prends Fox parce que c'est de la compétence que tu peux en toi relancer, que tu peux ensuite rééchanger quelque part. Je ne sais pas, mais grosso modo il y a un peu ce truc de, c'est pas comme si tu allais l'échanger sur un joueur de valeur équivalente. Je pense pas. Hein. Je pense que Fox, c'est soit tu le gardes et tu prends son niveau All-Star ou semi-All-Star ou n'importe ce qu'on veut, soit sinon il est un peu surpayé, mais c'est pas grave parce que bah justement peut-être que ça va faciliter un échange pour un Giannis ou un mec comme ça, quoi. Tu vois. Ouais, en gros, tu attaches de l'argent pour pouvoir le faire partir contre quelqu'un qui va vraiment valoir ce salaire-là, quoi. Ouais, et puis il avait un peu il était en position de force vu que Doncic avait re-signé, donc les Spurs, mince, on est obligé de te garder. T'avais déjà dépensé un pic non protégé 2031 pour l'avoir en février, donc il avait quand même un peu la main, quoi. Donc au final, tu cèdes un peu au niveau négociation, mais je suis d'accord qu'il est un peu. Moi, je préférais l'avoir à un salaire un peu moindre, mais vu le contexte des Spurs où les autres sont moins payés, vu potentiellement pour un trade, etc. C'est de la compétence et je trouve que le salaire ça va, c'est un bon contrat. Oui. C'est pas un top contrat, mais dans le contexte, il me plaît. Et pareil, tu parles de chance pour la loterie, je te rejoins à 100%. Enfin, chance ou pas, je sais pas. Après, faut bien, oui, enfin, en tout cas, c'est pas toi qui maîtrise, entre guillemets, c'est quelqu'un d'autre qui décide On est d'accord. Qui tu vas pouvoir choisir. Après, faut arriver quand même à bien choisir. Non, mais on est d'accord, mais de facto, c'est un ajout. Dylan Port. Oui. Il y a la chance au tirage, on va dire, mais de facto, c'est un ajout de talent pur, donc ça fait partie du truc, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé les Spurs. J'ai hâte de voir à quel point est-ce qu'ils vont jouer ou pas. J'espère qu'on va peut-être enfin lâcher les chevaux l'an prochain sur Wemby et pas faire du tanking sournois comme l'an passé. Mais bref, avançons. Donc 6e les Spurs, c'est à toi le 7e pick de cette draft des meilleures intersaisons 2025. Tu sélectionnes. Je crois que je vais prendre OKC. Oklahoma City Thunder, je t'en prie. Bah, là, on commence à arriver dans les intersaisons qui sont, entre guillemets, soit bonnes, mais genre pas transcendantes, enfin pas vraiment transcendantes, soit qui commencent à être moyennes. Bon, bah, celle d'OKC, disons qu'elle est, ils ont fait une bonne draft. De ce que j'ai compris de Thomas Sorber, bon, du coup, horrible parce que encore un joueur qui draft et qui va être blessé toute la première saison. Mais du coup, au final, ils ajoutent Nikola Topic finalement cet été vu qu'il revient de blessure. Est-ce que ça, on peut le considérer comme un ajout d'intersaison? Je ne sais pas. Mais c'est surtout que bah ils ont re-signé Chet, ils ont re-signé Jalen Williams et ils ont re-signé SG, quoi. Ouais. Et ils sont champions et ils ont la même équipe. Et finalement, bah est-ce que ça a pas énormément de valeur de juste avoir est-ce que juste être capable de garder la meilleure équipe, c'est
pas tout simplement une réussite, quoi. Bah, surtout niveau timing, ils ont prolongé Chet et Jalen Williams. Alors, de manière anticipée, hein, ils auraient pu attendre l'été prochain, mais quitte à donner un max, tu peux le donner maintenant. Mais ils les prolongent après avoir blindé le cap. Tu vois, j'en avais parlé un peu l'été dernier quand ils font pourquoi est-ce qu'ils font ils donnent beaucoup d'argent à Hartenstein, pourquoi est-ce qu'ils font le trade de Caruso et de suite ils lui mettent un gros contrat à plus de 20 millions l'année, un peu surpayé vu qu'il joue que 20 minutes par match, mais bref, il y a un côté où en fait tu blindes d'abord le cap parce que tu peux le faire, voilà, tu utilises l'espace du cap pour te blinder et ensuite tu prolonges tes jeunes parce qu'en fait tu peux dépasser le cap en prolongeant tes jeunes. Donc je te rejoins que niveau timing c'était une masterclass quoi, mais qui remonte en fait à il y a un an. C'est presque et intersaison et 24 et 25 quoi pour le coup. J'aime bien la draft de Sorber aussi, je te rejoins par rapport à ça. Il y a le fait que peut-être qu'il l'aurait pas eu s'il n'avait pas été blessé, d'après ce que dit un peu Baptiste ou Hugues qu'on a eu sur le podcast aussi, que le talent est quand même très très cool. En plus le fit tactique a l'air très cool parce que c'est un c'est un intérieur mais polyvalent, qui peut un peu switcher, qui peut assez latéral, mais aussi avec du passing. Et on sait que le passing en mouvement, c'est un peu le truc principal chez eux. Le seul truc, c'est que ils ont perdu Dylan Jones, ils ont dû un peu l'échanger aux Wizards. Dylan Jones, qui est un choix de draft 2024, tu vois, du premier tour de l'an passé. Après, il avait été un peu battu dans la rotation par... comment il s'appelle le Belge, AJ Mitchell, qui était un deuxième tour, mais qui l'a un peu battu. Donc, ok. Et en fait, le choix, ça a juste été, bon, est-ce qu'on préfère garder Dylan Jones et tenter de le développer, mais on n'a peut-être pas trop le temps, ou est-ce qu'on préfère garder le dernier spot pour Thomas Sorber, qui peut-être nous aidera plus tard. Tu vois, on parle de 25 là, actuellement, mais on a mentionné 24 par rapport au blindage du cap. Je pense que 26 va être intéressant, il va être un peu un tournant, parce qu'il va y avoir le contrat à renégocier pour Hartenstein, qui va être en fin de contrat. Il a eu un gros contrat pendant 2 ans, mais parce que justement, il y avait la place, donc on t'a donné beaucoup. Est-ce que Hartenstein va accepter de re-signer pour moins cher, ou est-ce qu'il va dire non, moi je veux quand même un gros salaire, donc je vais partir, et à ce moment-là, tu seras content d'avoir Thomas Sorber éventuellement ou autre. Mais ouais, finalement, on arrive dans la zone où tu t'as pris OKC parce que ensuite, il va y avoir des équipes en négatif, quoi. C'est un peu ça. Il y en a 2 autres des équipes qui sont genre moyennes ou négatives, et après pour moi on arrive dans les étés un peu des étés sous la pluie, quoi. Après, bon, le Supermax de SGA, c'est ni un positif ni un négatif, c'est juste, il faut le faire, on le fait, quoi. Oui, mais bon, écoute, tu sais jamais. D'un autre côté, genre, il y a aussi ce truc-là tu vois, la draft, c'est pareil, Dylan Harper, c'est Dylan Harper, et SGA, tu le signes sur ton contrat max et tu te le garantis pendant encore. Oui, c'est vrai. Ça fait partie des choses, quoi, tout simplement. C'est vrai, et en même temps, tant mieux, hein, mais moi j'ai toujours cette frustration de, mince, ok, ici, ils ont tellement d'assets, quoi, il faudrait faire un coup. Eh oui, d'un côté, tu te dis, est-ce que ça aurait pas pu être mieux? Ouais, mais c'est ça, presque, je vais quand même pas dire, et on va les mettre dans les négatifs, hein, mais, mais je sais pas. Bon, après, c'est bien d'être patient, il faut être patient pour le gros coup. Peut-être que si Giannis est disponible, ils vont le chercher. Tu vois, prendre Giannis en février et Hartenstein s'en va après, c'est pas très grave, quoi. Ouais. Mais bref, on verra bien. Je vais prendre en numéro 8 de cette draft, 8e pick. Je vais prendre les Portland Trail Blazers. Est-ce que je te surprends ou pas? Non, c'était mon prochain choix, donc. Ah ben voilà, je te le pique. Ouais, je te le pique. Tu piques mon pick. Donc je prends Portland qui a fait 2-3 trucs intéressants. Ouais. Premièrement, l'échange Penny, pas Penny, Anfernee Simons. Simmons. Pardon, Anfernee Simons contre Jrue Holiday. Moi j'aime bien Anfernee Simons, mais je comprends un peu l'idée du renfort de Jrue Holiday. Bon, Boston voulait s'en séparer, donc il y a un peu une opportunité de marché, je pense. Et le truc, c'est que Anfernee Simons est là depuis 2019. Il s'est développé en un joueur très sympathique, d'accord, mais qui avait un peu des limites, on va dire. Donc, tu as un côté où contextuellement, tu as Scoot Anderson à faire grandir, éventuellement Shaedon Sharpe, etc. Voilà, Simmons, il est ce qu'il est, il sera pas plus haut, peut-être pas. Ça peut être utile à Boston, mais c'est une autre conversation. Donc, autant rajouter un Jrue Holiday qui va venir aider pour la défense et pour le. Voilà, on a bien compris que Chauncey Billups et Portland, ils veulent gagner. Et notamment grâce à la défense. Donc là-dessus, l'ajout est intéressant, je pense, Jrue Holiday. Il est très cher, mais au final, c'est. Comme dit aussi, une équipe de Portland qui est un peu comme les Spurs, où les cadres sont pas payés si cher que ça. Donc, le fait que tu aies un Jrue un peu surpayé, c'est pas grave. Moi, c'est surtout pour l'apport sportif qu'il aura en 2026, d'accord, premièrement. Deuxièmement, Lillard, que tu fais revenir pour à peine 14 millions l'année. Bon, il va pas jouer en 26, mais tu l'auras aussi en 27, puisque c'est un contrat de 2 ans. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas juste tu donnes de l'argent pour 26 pendant qu'il se rétablit, et en fait, il va rentrer en free agency après. Non, tu sécurises pour au moins 2 ans. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'en 27, tu auras Lillard, le joueur, on espère, à un niveau LNBA ou pas loin,
Donc ça c'est bien, un ajout un peu qui tombe de nulle part, hein, parce qu'on pensait pas qu'il y aurait un buy-out. Enfin je veux dire, certes il est blessé, mais tu vois, c'est avoir un mec qui était de niveau top 15, top 20 NBA à 14 millions l'année, c'est une anomalie. Donc là-dessus, excellent coup des Blazers, plus je rajoute également la draft de Hansen Yang, que, alors peut-être que je me projette trop, hein, mais il y a un côté où le prospect mystère qui a l'air d'être beaucoup plus fort que sa cote médiatique, etc. Donc ça m'intrigue pas mal, mais voilà, ne serait-ce que sur le coup de Damian Lillard, plus je roule l'idée, et en bonus la draft du Jokic chinois, j'aime bien. Ouais, moi le seul truc qui m'embêtait un peu, c'est la dead money de DeAndre Ayton l'année prochaine. Ouais. Mais d'un autre côté, en vrai, je crois que du coup, il y a que l'année prochaine où il y a de la dead money et après ils s'en débarrassent. Donc bon, c'est un peu l'aspect négatif, c'est que t'as rien réussi à faire de DeAndre Ayton et en plus il te coûte de l'argent. Donc ça veut dire que t'en as fait 2 fois rien, quoi. T'en as rien récupéré et en plus ça te coûte de l'oseille de t'en être débarrassé. Donc ça c'est un peu dommage. Mais sinon, pour moi, c'est une bonne intersaison et en plus, j'ai l'impression que ça correspond bien, entre guillemets, le retour de Lillard qui sera disponible que l'année prochaine. Ce qui est bien, c'est que ça met pas trop de pression sur l'année qui arrive. Tu vas pouvoir continuer à construire une défense d'élite. Tu vas pouvoir continuer à tester un petit peu, tes big men, enfin, tes intérieurs qui sont des profils un peu particuliers, faire des essais. Tu vas pouvoir continuer à développer potentiellement Toumani Camara. Bah voilà quoi, franchement c'est tu vois Scoot Anderson aussi, enfin il y a dans le processus de on veut être une équipe qui gagne mais on n'a pas encore les moyens de gagner, il se donne de plus en plus de moyens de se dire en 2026-2027 on va être compétitif. Et 2026-2027 c'est pas si loin que ça quoi. Donc pour moi ouais, c'est un été qui est bien où ils ont pas pris trop de risques et en plus quand tu vois la construction un petit peu des contrats, c'est quand même assez bien foutu. Dans le sens où, par exemple, l'année prochaine, il y a que 2 joueurs qui représentent 20% du cap ou plus. C'est Jrue Holiday et Jeremy Grant, du coup, mais qui sont à 20% du cap. Ensuite, du coup, t'as l'argent mort de Ayton qui prend de la place. Et sinon, tous les autres contrats qui leur restent, c'est moins de 10% du cap. Donc, c'est-à-dire que il y a un moment donné, ils vont pouvoir potentiellement faire des trades aussi cette saison, parce que ensuite, après, c'est des contrats, ça va être des contrats expirants entre guillemets, ou alors le contrat de Deni Avdija qui continue à descendre, mais il y a potentiellement de la place aussi pour aller faire des trades. Et les trades prochains, du coup, sous contrat, il leur restera plus que Holiday, Grant, Scoot Anderson, Lillard, Avdija, Klingan, Murray, donc le rookie Hansen Yang et Toumani Camara, ce qui leur permettra aussi d'avoir pas mal de liberté sur qui ils vont garder entre guillemets dans leur roster selon comment Tybalt, comment Robert Williams se reviennent de blessure, comment Shaedon Sharpe va se développer. Mais je trouve que ils sont assez flexibles et qui dérogent pas dans la direction qui s'était donnée. Donc pour moi, c'est plutôt positif sans être génial, quoi. T'aurais préféré échanger Ayton plutôt que le couper, mais sinon... à quel point le salaire n'était pas trop, justement, et il y a un peu cette idée de, bon, avec Jeremy Grant, on va tenter un peu plus de l'échanger, peut-être que la cote est un peu plus gros, le compromis un peu moins gros, donc lui on va essayer de l'échanger, mais Ayton ils ont abandonné quoi. Mais c'est peut-être la bonne idée aussi, parce que tu draftes aussi Hansen Yang, tu as aussi Klingan qui est par là, enfin bref, le secteur intérieur c'est peut-être bien aussi de juste mettre les jeunes pleinement, mais ok, et donc c'est à toi, avec le 9e pick de cette draft des intersaisons 2025, tu sélectionnes Minnesota. Oh mince, tu me le piques. Mais là, du coup, c'est là où on commence à avoir plus vraiment de conviction, parce que Minnesota, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont re-signé du coup Naz Reid et Julius Randle. Ouais. Ils ont prolongé aussi Joe Ingles parce qu'ils veulent bien là-bas dans le Minnesota. Et la draft de Johan Béranger a l'air quand même assez intrigante sur le profil physique. Rocco Zikarski, j'ai moins suivi, mais c'est un profil assez intéressant de ce que j'ai entrevu entre guillemets, mais je vais vraiment pas me prononcer là-dessus. Après, t'as une perte qui peut être peut-être un peu dommageable, c'est celle de Nickel Alexander Walker. Mais sinon, après, c'est Luke Garza et Josh Minott qui signent aux Celtics que dans tous les cas, tu faisais pas jouer. Donc bon, entre guillemets, tu perds un peu plus que tu gagnes. Enfin, tu sais ce que tu perds et tu sais pas ce que t'as gagné, mais c'est quand même assez stable, entre guillemets. Ça devrait être la même équipe l'année prochaine. Et après avoir, entre guillemets, vécu un été où t'as pas quand même pas mal changé ta structure, dans la continuité, ça peut être intéressant. Et t'as quand même l'aspect très positif de garder Naz Reid. En fait, c'est un gros plus parce que Naz Reid est un joueur que toutes les équipes potentiellement rêveraient d'avoir, surtout sur ce contrat-là, quoi.
Oui, il est pas si cher que ça en plus, un Nasrid, la signature, c'est combien t'as dit J'ai pas dit parce que je sais pas, mais je peux trouver ça tout de suite. Mais J'ai essayé de le retrouver, mais il me semble que c'était pas si cher que ça. J'étais un peu étonné à l'époque de dire ah ouais, non seulement il il est reste resté. Ouais, moi aussi. Exactement. Moi, je m'étais dit peut-être qu'il va aller chercher un contrat de titulaire ailleurs. Alors peut-être que la place de titulaire va arriver. D'ailleurs, il était à moitié titulaire en fait cette année parce que au final, il finissait quand même pas mal de matchs avec la configuration offensive Nasrid et Randle plutôt que Rudy Gobert. Mais donc c'est 5 ans et 125. Donc 125 par 5 ans, tu vois, ça fait du 25 l'année. Franchement, bon, moi je sais que je l'aime bien. Et je sais que le joueur n'est pas totalement au niveau de la théorie qu'on s'imagine. Le profil match-up parfait, poste 5 qui shoot, etc. C'est très très bon. C'est pas parfait, notamment, tu vois, moi j'aime beaucoup la défense on-ball, mais c'est pas un mec qui va protéger le panier. En défense off-ball, etc., c'est un peu plus léger. Donc, mais tout de même, quoi. Je pensais qu'il testerait le marché. Au final, les Wolves le sécurisent 5 ans à 25 millions l'année. Donc c'est très cool parce qu'en plus, tu vois, c'est un ajout que tu n'aurais pas pu faire si tu l'avais laissé partir ou si lui était parti, tu n'aurais pas pu avoir ce même calibre de joueur parce que les mecs sont déjà dans le second apron, je crois, ou ils étaient dans le premier, mais ils sont remontés dans le second. Donc voilà, tu n'aurais pas eu d'argent pour trouver un remplaçant au même tarif, quoi. Donc première signature. Randle aussi. Pas si cher que ça et on a vu que sa création faisait du bien, mine de rien. Béranger, c'est ça, Johan Béranger ou Béranger, je crois. Béranger, ouais. Et la perte de Nickel, Alexander Walker, en fait, il fallait choisir. Tu pouvais pas avoir et Randle et Nasrid et Nickel. Donc, et McDaniels aussi qui coûte cher au final. McDaniels coûte plus cher que Nasrid, tu vois. Et tu te dis quand t'as aussi Dante DiVincenzo, c'est le contrat de Mike Conley qu'il faudra arriver potentiellement à bouger sur la saison prochaine, voir le développement de Rob Dillingham aussi. Je pense qu'ils ont encore un peu de place pour faire des moves parce que ils ont des tranches intéressantes entre guillemets. Ils ont des contrats à 5 millions, des contrats à 10, des contrats à 20 et des contrats à 30. Donc entre guillemets, je pense qu'ils peuvent s'offrir aussi potentiellement une chance d'aller chercher un joueur intéressant sur le marché des transferts pendant la saison. Attends, et Béranger, c'est un pick numéro 17. Comment ils ont eu le pick numéro 17 ? Il sort d'où celui-là ? Échangé par Détroit, d'accord, par Détroit. Il a été échangé en 2020 contre Christian Wood, tu vois. Ok, donc le pick a beaucoup bougé depuis 2020 entre Détroit, Houston, OKC, et ensuite ils l'ont obtenu dans le trade de quoi ? J'arrive pas à voir. Dante DiVincenzo, ouais, d'accord. Donc le méga trade de l'an passé, DiVincenzo, Randle et tout, ils ont récupéré un pick. Mais parce que non, mais je parle de ça, tu vois, ils sont allés en finale de conf 2 fois d'affilée. Avoir un pick numéro 17 et prendre un talent alors potentiel, hein, mais comme Béranger, ça a l'air hyper intéressant, quoi. Toutes les équipes qui finissent en tête de l'Ouest ou etc. n'ont pas un pick aussi haut placé, donc très cool. Donc c'est à moi. Donc c'est à moi avec le pick numéro 10. Et là, bon courage. Alors là, c'est marrant parce qu'on bascule dans l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire que la draft, on a choisi les meilleurs au tout début. Mais maintenant, on sait qui est-ce qu'on veut 15e. On sait qui est-ce qu'on veut 14e. Enfin, je sais pas toi, mais il y a des équipes maintenant, on sait qui sont les pires. On veut les garder parmi les pires. Ouais. Je vais prendre les Golden State Warriors. Ouais. Je vais prendre les Warriors, alors que je vais te dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Rien. Oui. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait cette intersaison. Pas de recrues en tout cas. Il y a peut-être des contrats deuxième tour là qui sont signés par-ci par-là. Mais globalement, ils n'ont rien fait. Et en plus, ils ont perdu Kevon Looney. Bon, j'aime bien Kevon Looney, mais je pense que parfois, il y a un peu trop d'emballement autour de lui. C'est un role-player très sympa, hein, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Donc la perte me dérange un peu moins au final de Kevon Looney. Mais surtout, en fait, c'est juste que certes, ils n'ont rien fait, mais leur équipe était déjà cool. En fait, en soi. Donc le fait de pas trop bouger, c'est bien, et il faut quand même rappeler qu'ils ont toujours la main sur le dossier Kuminga. Soit Kuminga va finir par accepter enfin une prolongation, et donc tant mieux puisqu'ils vont le garder et ils pourront l'échanger ou le faire jouer, soit sinon Kuminga prend la qualifying offer et devient unrestricted free agent l'été prochain. Si Kuminga prend la qualifying offer, il devient unrestricted l'été prochain, ça veut dire que les Warriors perdent le droit de s'aligner sur tout contrat. D'accord. Mais sauf que si le mec fait ça, je suis pas sûr qu'il joue des tonnes ou qu'il soit beaucoup mis en valeur cette année non plus. Donc c'est un moyen de pression aussi de dire tu fais ça si tu veux, hein, mais sauf que tu vas arriver unrestricted en free agency l'été prochain, tu seras pas génial. Donc je pense qu'il y a peut-être encore un monde où il accepte une prolongation
contrat très court, tu vois, genre 1 ou 2 ans pour se relancer un peu et rentrer en free agency dans 2 ans, un peu mieux. Mais voilà, finalement, c'est même pas tant que j'aime ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait, ils ont rien fait, littéralement. C'est juste qu'il y a d'autres équipes où j'ai moins aimé. Donc ouais, c'est peut-être la dernière équipe au niveau du niveau moyen. Bah, le reste, c'est nul, quoi. Oui, là, pour l'instant... Après, Golden State, moi, je pars du principe qu'ils vont signer à Horford à un moment donné. Ouais. Donc, je mets un peu dedans, mais c'est pas Horford qui change son intersaison non plus. Enfin, pas en 2025, quoi. Non, mais ça remplace Powell, Looney Ouais. tranquillement, quoi. Oui, Mais, voilà, c'est ouais. ça. Mais du coup, pour l'instant, voilà, pour moi, je les considère OK, parce que va y avoir Horford qui va arriver d'un moment donné. C'est plus sur les 4 autres équipes. Je suis là, bon, bah ça a l'air d'être le truc le moins nul, quoi. Mais sinon, c'est quand même les 4 autres, c'est... Après, tu vois, je pense que l'équipe était bonne, donc ne rien faire, c'était pas dérangeant. Ouais. Je pense quand même que le dossier a traîné, Kuminga. Enfin, voilà. Ouais. Oui, tout le monde le sait. Mais que du coup, ça a un peu gêné. On parlait de Horford, on parlait des Fantômes. À quel point est-ce qu'ils n'ont pas eu Brogdon aussi à cause de ça, tu vois, Ouais. potentiellement. Donc, c'est quand même un peu dérangeant et le dossier n'est pas fait encore. Si ça se trouve, oui, il va jouer au con, il va aller au bout et il va devenir unrestricted en prenant la qualifying offer. Ok, tu perdais un asset et ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Mais comme tu dis, peut-être que les équipes après sont encore pires. Il en reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je peux te lancer avec le 11e pick. Maintenant, on va pas drafter qui est le meilleur, mais qui est le moins pire. Qui tu prends en 11e de ces drafts de l'Ouest au niveau de l'intersaison 2025 ? Phoenix, les Suns, je t'écoute. Bah, alors du coup, il récupère Jalen Green et Dylan Brooks contre Kevin Durant. Pas mal. Vraiment, genre, je pense que Dylan Brooks, c'est peut-être un ajout qui peut être intéressant à côté de Booker. Jalen Green, j'ai quand même vraiment du mal à le visualiser là-dedans. Mais bon, d'un autre côté, j'ai l'impression que s'ils ont pris cette offre-là, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres... Enfin, il n'y avait pas un grand marché pour Kevin Durant, quoi. Donc là, je suis en mode, bon, c'est pas terrible, mais ça aurait peut-être pu être pire, finalement. Ensuite, on a l'arrivée de Malouak et ça, je suis pas convaincu de ce que j'ai vu des scouting reports et de son jeu un peu cette année. Moi, c'est pas un profil qui me donne beaucoup d'encouragement, surtout quand tu signes Mark Williams en même temps. Donc c'est un peu ce truc-là de ouais, je suis pas sûr de la doublette Malouak-Mark Williams. Bah surtout que c'est un peu les mêmes, hein. C'est des clones l'un de l'autre, quoi. Donc c'est pas forcément positif, quoi, d'avoir 2 fois ça, quoi. Et Rasheed Fleming, profil physique intéressant de ce que j'ai compris de la draft, mais encore une fois, c'est quand même à la marge. Et du coup, bah t'as la prolongation de Booker, quoi, et de Colin Gillespie. Mais y a pas grand chose à se mettre sous la dent et tu perds du coup Kevin Durant et à la marge aussi Tyus Jones. Je pense pas que ce soit la perte du siècle. Et ensuite vient le fait que t'as dû faire un buy-out avec Bradley Beal, quoi. Oui, effectivement. Bon, après, pour nuancer un peu. Mark Williams relancer le projet et surtout Maluach. Moi, je suis pas hyper fan de Maluach. Je l'ai vu un peu du coin de l'œil en voyant Cooper Flag, donc je l'ai pas analysé en soi, mais j'étais pas aussi fan que d'autres, on va dire, peut-être sur Maluach. Après, ça reste un jeune pivot, jeune drafté. Mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est que Mark Williams, on connaît un peu plus, c'est pas parfait, mais il est jeune, on peut le relancer, on va y arriver. Maluach aussi, c'est cool, top 10 de draft, ça me paraît un peu haut, mais très bien, c'est quand même un talent, ok. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait que, en fait, t'avais pas de pivot du tout, quoi, dans cette équipe. Donc t'es arrivé plus ou moins à manœuvrer petit à petit avec des échanges à coup de deuxième tour de draft, etc. Voilà. Elle est pas parfaite, mais au moins t'as une raquette. Donc ça, c'est quand même un positif. Plus le potentiel peut-être qui va enfin se réaliser de Williams ou de Maluach. On est quand même obligé un peu de le citer, même si nous, moi, j'y crois pas des masses et je crois que toi non plus, mais tout de même, faut quand même pas exclure qu'on peut se tromper déjà, et que c'est quand même des jeunes joueurs. Et en vrai, tu vois, c'est juste que j'ai envie de pénaliser le fait que, alors c'est pas de leur faute, il y avait que 1 an de contrat chez Durant et il a bien dit maintenant je veux pas aller là, donc grosso modo Durant avait un peu la main, d'accord. Mais dans les faits, le retour n'a pas été intéressant, quoi. Jalen Green, c'est bien parce que tu vois pour un peu relancer un jeune dans une équipe avec moins d'enjeux, etc. Donc tu peux le passer au révélateur, comme j'aime bien dire d'habitude. Dylan Brooks, il va aider soit sur le court terme, soit sinon tu vas le revendre en piste détachée. Ok, donc c'est pas un retour qui est inintéressant. C'est juste que c'est un retour qui est comment dire, largement en dessous de ce que tu as perdu avec Durant, quoi. Donc moi, c'est plus pour pénaliser. Tu vois, on parlait de net positif tout à l'heure. Pour moi, c'est un net négatif. Même si ce que tu récupères, c'est bien, c'est pas des 0 sur 20.
mais le différentiel par rapport à ce que tu perds me paraît assez grand, quoi. Donc, ouais. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça que j'étais pas emballé, mais j'ai l'impression que les autres intersaisons qui ont été faites, les 3 suivantes, sont encore pires, quoi. Pourtant c'est déjà pas mal, hein. Mais alors je sais pas qui t'a oublié, mais il en reste 4, hein. Mais j'ai hâte de voir qui est-ce que tu as oublié. J'en ai oublié peut-être. Ah ouais, oui, il en reste 4 en effet. Les 4, ouais. Je pense savoir du coup ce serait laquelle la prochaine de ton côté. Ouais. Donc le pic numéro 12 va être à moi. Le pic numéro 12, qu'est-ce que je vais prendre? C'est terrible quand même ce qui reste. Hein. Je vais prendre le Jazz. Ah ouais. Je vais prendre le Jazz. En fait, on va dire que c'est le plus neutre, le plus osef pour moi, pour parler comme les Jones qui ne disent plus Jones depuis 20 ans. Mais pardon, tout pour un temps. Excusez-moi. Non, mais le Jazz, en fait, il n'y a rien à signaler, quoi. Tu perds Colin Sexton pour rien, et ça c'est un peu nul. Voilà, donc c'est un négatif. Après, tu vois, c'est moins négatif que d'autres qu'on va peut-être évoquer. Donc oui, c'est dommage d'avoir Sexton pour rien, mais ok. John Collins, tu l'échanges également pour pas grand-chose. Alors, tu l'échanges tout de même. Tu l'envoies aux Clippers, tu reçois Kevin Love en retour. Tu reçois aussi Kyle Anderson. C'est quand même pas si mal que ça parce que c'est Anderson, tu vas pouvoir le revendre aussi éventuellement à la deadline. Je pense que c'est un joueur qui va intéresser beaucoup de monde. Et je crois que tu reçois aussi des pics dans l'histoire. Alors pas avec Sexton et Nurkic, ça c'est un peu le mystère. Pourquoi est-ce que tu fais cet échange avec 0 pick impliqué avec Nurkic? Ok. Par contre, avec je crois que l'échange de Kevin Love, tu reçois un pick ou 2 dans l'affaire, donc c'est pas mal. Plus également, mine de rien, la draft d'un mec qui est top 5, Ice Bailey, qui est pas un profil parfait, mais tout de même c'est un talent de draft top 5, donc c'est quand même un ajout, on va dire. Walter Clayton aussi en fin de premier tour, qui est plutôt un joueur NCAA, quoi, porteur de balle, champion NCAA, un peu plus vieux, moins de potentiel, mais à voir. Voilà, c'est relativement neutre, je trouve. Il s'est rien passé de grand chose. Il y a quand même un pick numéro 5, il y a quand même Kyle Anderson à revendre. C'est pas mal, mais c'est pas la folie non plus, quoi. Ouais, c'est pas terrible, quoi. Surtout, je pense, peut-être la draft, après, peut-être que tu pouvais pas, t'as pas eu de chance à la draft, quoi. T'avais le bilan pour aller chercher un top 2 et tu te retrouves avec un top 5 et du coup, tu prends un joueur qui a l'air d'être très clivant en termes de scouting report, qui a l'air d'avoir un entourage un peu bizarre, qui voulait pas forcément, apparemment, qu'il soit pris par le Jazz. Tu récupères rien pour Colin Sexton, je suis pas convaincu. T'as rien fait, quoi. Et... Après, c'est vrai qu'on t'a rien fait, mais t'as quand même Ice Bailey qui tombe là-dessus, t'as Anderson, tu vois, c'est vrai que j'aurais pu les prendre devant les Warriors au final. Golden State, je l'ai pris 10e, là je les prends 12e le Jazz, c'est un peu kiff-kiff, c'est un peu kiff-kiff. Et donc avec le 13e pick de cette draft des meilleures intersaisons 2025, tu sélectionnes. Oh, c'est terrible, mais vraiment, je pense que je vais prendre les Pelicans. Waouh. Non, je peux pas. Non, je prends pas les Pelicans. Je vais prendre Sacramento. Allez, je prends Sacramento. Ah, tu me rassures. Mais après, de toute façon, oui, Sacramento, donc ils ont pris Nick Clifford, qui a l'air d'être un rookie de 28 ans. Un rookie de 28 ans. Ils ont pris Maxime Reno, qui doit avoir des super résultats scolaires. Deuxième tour. Dennis Schroeder qui sera échangé dans 3 mois comme tout le temps. Dario Saric qui peut plus jouer en NBA et ils ont re-signé McDermott. Ouais. Alors on précise au moment où on enregistre, Malik Monk est encore dans l'effectif, donc il n'y a pas encore eu de trade et Westbrook n'a pas encore signé. Il paraît que les deux dossiers sont liés, donc peut-être qu'au moment où vous entendez ça, Monk a été échangé et Westbrook est arrivé. Est-ce que dans ce cas-là, tu aurais descendu un peu les Kings si ce trade était arrivé au moment où on enregistre? Oui, clairement. Ouais, parce que t'es très fan de Malik Monk, on rappelle. Non, parce que je suis fan de basket, quoi, et que j'ai vu Russell Westbrook sur un terrain de basket ces dernières années, quoi. Après... Je te trouve dur. Et tu sais que je suis pas le plus grand fan de Westbrook, hein, mais je te trouve dur. Ouais, écoute, c'est pas parce qu'il est passé de horrible à pas bon que à Denver que ça en fait un chouette joueur, quoi. Après, peut-être qu'à côté de Sabonis, ça serait intéressant, mais oh là là, l'équipe, quoi. Schroeder et Westbrook comme porteur de balle, l'enfer. En fait, moi, là où je serais déçu du move de Westbrook, c'est qu'en fait, je pense qu'il aurait plein de ballons aux Kings et que en fait c'est un projet milieu de tableau, quoi. Malheureusement, parce que Westbrook est plus dans son prime, mais un des meilleurs créateurs collectifs de NBA, etc. Et que tu vois Westbrook au minimum dans une équipe de contender ou une bonne équipe, à la limite, ok, moi j'aime bien. Alors
Peut-être qu'il a fini par être surutilisé à Denver, on est d'accord. Mais tu vois, c'était un rapport qualité-prix qui était, je trouve, assez génial. Pas parfait le joueur, mais rapport qualité-prix très bon. Là, aller aux Kings où il aurait plein de ballons, alors c'est peut-être pour ça que lui il voudrait y aller, mais avoir plein de ballons, plein de créations, ça m'embêterait un peu, quoi. Alors que si tu m'avais dit Westbrook en signature, je sais pas moi, au minimum chez les Warriors ou un truc comme ça, c'était pas parfait, mais j'aurais dit ouais, bon ajout. Aux Kings, j'aurais été un peu moins fan, et j'aurais été surtout encore été moins fan si pour Westbrook, tu échanges Malik Monk, quoi, tu vois, qu'en plus tu viens de re-signer, je crois, qui est un joueur assez, quand même assez cool. Donc là, j'aurais été déçu de ça, mais fin de la parenthèse. Du reste, pour l'instant, c'est vrai que en fait, ils n'ont pas fait grand-chose. Et moi, là où je voulais pénaliser, c'est Jack LaRavia. Parce que l'ajout d'Dennis Schroeder, bon, ça fait un porteur de balle compétent. D'ailleurs, champion du monde, champion d'Europe, hein, je sais pas si t'as vu. Super. Il vient de l'être. Donc voilà. Non, mais voilà, Schroeder, ok, c'est la compétence, mais c'est niveau moyen NBA ou peut-être un peu en dessous. Mais moi, je veux pénaliser le dossier de Jack LaRavia, où en fait, tu as cette aubaine incroyable de récupérer Jack LaRavia en février. Tu le récupères pourquoi ? Pas parce qu'il est mauvais, mais justement parce qu'il est bon. Et que comme il commence un peu à confirmer un bon niveau de jeu à Memphis, on va en parler, mais Memphis qui aime pas dépenser de l'argent, il voit venir le fait que mince, il est en 4e année, il va falloir donner un nouveau contrat à la en été 2025, hop, on s'en débarrasse. Donc toi, tu es les Kings, tu reçois cette aubaine on récupère un bon joueur, jeune joueur, on récupère ses droits, donc c'est-à-dire que tu pourras t'aligner à cet été sur n'importe quelle offre, et qu'est-ce que tu fais ? Tu le laisses partir. Ça, pour moi, c'est un non-sens total par rapport à la gestion de ce dossier. C'est pas grand-chose, hein. Mais en fait, tu pouvais le prolonger et quitte à ce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu l'échanges. Mais je n'ai pas compris. Tu as une aubaine qui te tombe dessus, tu vois un billet de 50 dans la rue, tu fais « Ah, un billet de 50 !» et tu continues à marcher. Tu vois, tu le prends pas. Ok, ça aurait pas changé ta vie, 50 euros. Mais voilà, pour moi, littéralement, c'est ça. Je sais pas si mon analogie te plaît, mais... Non, ouais, moi, ça a pas de sens. Parce qu'en plus, ce qui les aide pas, c'est que déjà, l'équipe, la tronche qu'elle a, elle en a pas de sens. Enfin, je veux dire, si tu vas chercher Dennis Schroeder pour le faire jouer à côté de DeMar DeRozan, Zach LaVine, Sabonis. Lavine. Mais on peut l'appeler comme on veut. L'équipe, dans tous les cas, elle a pas de sens, quoi. Genre, tu vas nulle part. En vrai, il y a un mur et genre vraiment, tu t'efforces de vouloir rentrer dedans, quoi. Donc, bon, bah, qu'ils y aillent finalement, mais c'est, ouais. Peut-être pour ça que j'ai failli les mettre en dernier, c'est parce que pour moi, il y a rien d'intéressant, quoi. Oui, mais toi, en fait, t'as envie de mettre l'équipe en dernière, tellement elle t'énerve. Mais l'intersaison est moins pire, je trouve, que les deux d'après, tu vois. Je dis pas que l'équipe est plus... Mais sur l'équipe en entier, je suis d'accord, mais sur l'intersaison, c'est quand même moins pire. Que les deux derniers, et donc toi c'était le 13e pick, tu as pris qui ? Bah, du coup j'ai pris les Kings, et donc moi le pick numéro 14 c'est mon dernier et tu finiras toi, mais c'est quand même à moi de décider, donc du coup qui est le... Je vais prendre Memphis. Ah ouais, tu laisses les Pelicans en dernier, juste pour le pick de draft ou quoi ? Bah ouais, c'est un peu ça, mais bref, on en parlera. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Non, Memphis, bon les deux se battent un peu en duel. Memphis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Le trade de Desmond Bane. Mais en fait, au-delà du trade en soi, on peut en parler, mais c'est aussi que ça révèle quelles sont les velléités de la franchise. Alors, dans le positif, tu as signé Jaren Jackson. Tu peux dire, bah, c'est très cool, tu re-signes Jackson. Ouais. Ok, tu as même re-signé Santi Aldama. C'est un positif. Tu es allé chercher aussi Ty Jerome. C'est un positif. Tu as aussi pris Jock Landale pour pas cher, qui est, je pense, un 3e pivot compétent de NBA. Ok. Il y a quand même beaucoup de positifs. On est d'accord. Le problème, et d'ailleurs, dans les positifs, je rajoute Cedric Coward, qui a l'air aussi d'être un pic un peu mystère par le front office, avec Jackson Hoy qui aime bien prendre ces pics-là de division un peu inférieure. On verra. Donc il y a beaucoup de positifs, mais le négatif vient tout annuler, quoi. C'est-à-dire que, en fait, Jaren Jackson, tu l'as prolongé, c'est bien, mais en fait, tu aurais pu le faire en dépassant le cap. Tu aurais pu le prolonger. C'est même tout l'intérêt de ces questions de droits sur les joueurs, de garder tes joueurs que tu as draftés. Tu as les droits, tu peux prolonger, dépasser le cap. Et ensuite, tu vois bien que tous les mecs qui sont en finale NBA, en finale de conf, c'est des gens qui, bon, alors, à part l'anomalie 2025, mais on va pas revenir dessus, mais tout le monde joue avec 170, 180, 190 millions de salary cap. Tu t'offres, tu as beaucoup de salaire, tu as un gros budget, alors que la limite du cap, elle est à quoi ? 150, on a dit ? 140, 150 ? Donc en fait, tu as ce truc tu ne tires pas profit des règles mises en place de blinder l'effectif, puis prolonger tes jeunes. Là, ils font l'inverse. Ils disent, on veut pas payer la taxe, donc d'abord on dégraisse,
et ensuite on prolonge. Comme ça, même après la prolongation, on est en dessous de la limite de la luxury tax. C'est décevant, quoi. Et c'est décevant. Caldwell Pope, c'est cool, mais il est en fin de contrat. Et puis c'est un 3&D. Donc en fait, tu ne remplaces pas la partie de création de Desmond Bane. Je sais pas ce que t'en penses, mais il avait quand même bien explosé. En plus, sur la création, Bane, il était passé de encore 2-3 ans, juste un shooter en sortie d'écran qui était très cool. Mais on avait affaire aujourd'hui à un mec qui était sur isolation, premier pas rapide. Il y avait de la vraie création, quoi. Et ça, cette création, tu ne l'as pas remplacée. En tout cas, je ne pense pas. Tu as peut-être un défenseur KCP et un créateur Ty Jerome. En l'occurrence, avec Bane, tu avais les deux, quoi. Bah ouais, puis je pense que même l'ajout de Cole Anthony, enfin, c'est des profils tellement bizarres. En fait, le problème, c'est que tu peux même pas. Non, il a été coupé, je crois, Cole Anthony. Ils l'ont coupé après derrière. Il me semble, hein. Ouais, buyout. Ah oui, parce que du coup, il est allé aux Bucks. Oh putain, l'intersaison des Bucks aussi. Ouais, super. Mais en fait, le problème, c'est que c'est dur à évaluer de manière sportive parce qu'ils essayent pas d'être compétitifs. C'est ça. Enfin, ils veulent être compétitifs, mais pas champion. Mais oui, en gros, c'est un mec qui veut gagner un marathon mais qui veut pas faire la prépa, quoi. Donc bon, bah, tu peux te pointer sur la ligne de départ avec tous les autres, mais si t'as pas mis... Ouais, ou c'est une équipe de foot qui fait des centres, mais avec personne dans la surface, quoi. Genre, non, on reste tous en défense. Non, mais vas-y, centre, hein. Oui, mais il y a personne. Non, mais vas-y, centre. D'accord, t'amènes le ballon dans la surface, mais tu conclus pas, quoi. Ouais. Et là, ouais, je sais pas. Ouais, non, donc voilà, c'est assez décevant et c'est tellement dommage quand tu vois un petit peu les équipes qui avaient après, tu vois, je pense que la blessure de Marcus Smart les a vraiment pas aidés, pas dans le sens où genre ça aurait changé grand chose, mais tu vois la suspension de Ja Morant aussi, mais l'effectif qu'ils avaient, je le trouvais hyper profond après cette intersaison là où ils vont chercher Smart et tout. Et bon, après enchaînement de mauvaises conjonctures entre guillemets, mais vraiment la surréaction. Conjoncture, t'as dit? Ouais, je sais pas. Tu connais ce mot? Non, je sais. C'est pour ça que j'ai sûrement mal utilisé d'ailleurs. mais du coup, l'idée de pas de balancer finalement ces joueurs-là et de les enlever de ton salary cap avec Jacques Laravia et Marcus Smart parce que t'as décidé de plus être compétitif, bah en fait, ouais, tu t'accompagnes là et en plus. Desmond Bane, à quel point c'était le 3e meilleur joueur de l'effectif ou c'était peut-être pas le 2e finalement, tu vois, et à quel point il avait une grosse valeur sportive, donc tu récupères rien derrière, quoi. Oui, mais j'insiste, hein, ça peut paraître paradoxal, mais il y a des très bons trucs qui sont faits. Il y a du positif, je veux dire. Mais pour moi, le négatif vient tirer vers le bas, quoi. Mais le positif, c'est Aldama, le positif, c'est Jaren Jackson. En soi, le fait de le re-signer, c'est très bien. Même Ty Jerome, tu vois, prendre Ty Jerome, c'est pas si cher que ça peut se planter parce que peut-être ce sera que comment on dit, ce sera qu'un one year wonder, quoi, one shot wonder, mais peut-être pas, je pense pas, donc c'est cool, mais le négatif pour moi tire tout vers le bas, quoi. Et d'ailleurs on n'a pas parlé, mais donc Desmond Bane qui est le truc principal, Kennard est parti également, ouais. T'as aussi perdu Jay Huff qui était un peu un 3e pivot très sympathique, mais tu l'as perdu. Bon, Bagley on s'en fiche, et Cole Anthony qui est parti aussi en buyout, on s'en fiche également. Mais clairement, enfin voilà, c'est surtout le côté où qu'est-ce que ça dit de la franchise et même au-delà du côté long terme, qu'est-ce que ça dit de la franchise, de la stratégie. En fait, ils vont être moins forts, je pense, en 2026, quoi. Et ça m'embête parce que je pense qu'ils étaient meilleurs que ce qu'on le pense en 2025. Ils sont un peu effondrés à la fin. Le coaching, ça n'allait plus, mais l'équipe était quand même extrêmement intéressante, pas parfaite, mais vraiment intéressante. Et voilà, quoi, là ça se casse et presque en fait c'est quoi l'étape d'après, c'est quand dans 2-3 ans quand il faudra mettre un super max sur Ja Morant, bon à ce moment là on va échanger encore Jaren Jackson, quoi, et du coup à la fin t'auras Ja Morant gros contrat et puis que des role-play retour parce qu'il faut surtout pas dépasser le cap. C'est un peu rageant, quoi, c'est un peu rageant mais bon c'est l'idée, quoi, c'est Memphis. Et donc numéro 15, on prend les Pelicans, on est d'accord, on les draft quand même ou on les draft pas? On les draft quand même parce que on va toujours regarder l'équipe. Et je suis quand même, tu vois, je me dis c'est plutôt pas mal, ils ont réussi à se débarrasser de McCollum et tu vois, Jordan Poole et Saddiq Bey, genre McCollum pour Jordan Poole et Saddiq Bey, je trouve que c'est un bon trade. Oui. Je sais pas si re-signer Herb Jones aussi, je pense que c'est un bon move. Oui. Le problème c'est qu'il y a une draft en NBA. C'est ça. Le problème c'est qu'il y a une draft et du coup en fait les profils qu'ils ont pris ont pas de sens comparé à l'équipe qui sont déjà. Et c'est surtout que pour aller récupérer, je crois, du coup, Fears ou Queen, je sais plus lequel des deux, ils ont balancé un choix de draft non protégé la saison prochaine, quoi.
c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai envie de blâmer un peu Joe Dumars parce que déjà, il a fait n'importe quoi à l'époque de Détroit. Il aurait jamais dû être de nouveau GM après ça. Mais comme c'est Joe Dumars, je rappelle, c'est le contrat Josh Smith, un des pires contrats de NBA, la pire saison de NBA, presque. Enfin bref. Donc à Détroit, il se fait virer. Il va dans les bureaux de la NBA. Ok. Là, il nous dit que oui, c'est vrai qu'il y a trop de 3 points. Ok. Voilà, c'est un peu inquiétant quand un mec de la NBA dit oui, il y a trop de 3 points. Je caricature, mais bref, donc il redevient GM. Et ce que je veux dire, c'est que apparemment, il n'y a pas que lui. Il a aussi amené Troy Weaver, tu sais, je sais pas si tu vois qui c'est, un ancien GM des Pistons qui déjà apparemment faisait un peu n'importe quoi à Détroit, ou en tout cas était un peu trop attaché à certains joueurs, ou voilà, le côté non, je veux faire absolument ce move là. Donc t'es un peu trop engagé là-dessus et tu surpayes. Et apparemment, il s'est passé un peu la même chose là. Et comme tu dis, il y a des positifs. Jordan Poole contre McCollum. Déjà, tu échanges un mec qui est plus vieux contre un mec plus jeune, avec potentiellement un apport intéressant. Mais surtout, côté Pelicans, il y a un aspect de rétention de valeur. C'est-à-dire que McCollum, contrat finissant, tu vas chercher un mec à 2 ans de contrat. Voilà, eux, c'est ça qui les intéressait. Ok. Sadiq Bey, c'est très cool aussi. Tu prends. La prolongation de Herb Jones, ok. La draft de Jeremiah Fears, c'est très bien. La draft de Derrick Queen, en soi, c'est un joueur assez fascinant, assez intriguant. Je pense que Baptiste en a aussi beaucoup parlé, etc. On aime tous ce côté, ça peut être un jackpot, le poste 5 dribbleur, le poste 5 créateur, etc. Mais c'est un joueur à compromis, pour la défense notamment. Et le fait de, pour monter de 5-6 places, lâcher un pic non protégé de l'an prochain, sachant que tu vas tanker ou en tout cas être mauvais cette année, je crois que j'ai pas de souvenir d'un truc aussi bête, quoi. Parce qu'en plus, tu vois, les Nets à l'époque de l'échange de Pierce et Garnett, tu peux te dire, ouais, ils échangent des pics non protégés, c'est la folie, surtout quand on voit ce qui s'est passé depuis. Mais à l'époque, on fait un all-in pour gagner. Et on se dit pas que ça va s'effondrer aussi vite, les Nets. Alors, certes, ils étaient vieux, mais quand même, Deron Williams avait 30 ans ou 31 ans, Paul Pierce et Garnett, ils étaient un peu plus vieux, mais ça tenait. Brook Lopez en avait 27-28. Tu dis, bon, ok, c'est risqué, mais d'accord. Là, tu fais un all-in. Enfin, tu fais un all-in. Tu échanges ton pic non protégé, alors que tu sais que tu vas être mauvais, quoi. Je crois que j'ai jamais vu ça. Ouais, parce que en gros, l'effectif, ce que c'est là pour l'instant en termes de salaire, c'est Zion Williamson, tu sais pas s'il va pouvoir jouer toute la saison. Jordan Poole, t'as Dejounte Murray qui, on sait pas comment il va revenir, mais ça reste Dejounte Murray. Je rajoute un Dejounte Murray dans un effectif dépeuplé qui aura beaucoup de ballons et un rôle de créateur, ce qu'on aime encore moins, c'est-à-dire. L'enfer. Et à côté de ça, t'as Looney. Et du coup, c'est rookie Fears et Queen, Jordan Hawkins, Alvarado, et c'est dans l'Ouest. Mais je sais. Alors par contre, t'as un effectif à faire des échanges. T'as énormément de joueurs échangeables entre guillemets. Je pense que Dejounte Murray, c'est un contrat qui est échangeable chez un contender potentiellement s'ils veulent le réinventer. Non mais tu vois, c'était l'idée que t'en avais présentée de si t'arrives à le transformer en connecteur. C'est vraiment genre théorique. Par contre, Trey Murphy et Herb Jones, peut-être c'est 2 des contrats les plus intéressants et peut-être que ils vont réussir à sauver là-dessus, quoi. Mais ils vont se sauver là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer des choix de draft, quoi, pour corriger ce qu'ils ont perdu, quoi. Mais Atlanta pourrait se mettre très bien pour le coup. Atlanta pourrait récupérer un top 3 de choix de draft la saison prochaine alors qu'ils ont été entre guillemets compétitifs, quoi. Mais je sais pas, je sais même pas comment le décrire tellement c'est pas censé arriver, quoi. Tu peux pas échanger ton pick non protégé qui va peut-être être le first pick littéralement dans 1 an, quoi. Ou alors ils sont complètement fous, ils se disent Derrick Queen, il vaut le coup et en fait c'est lui notre first pick, quoi. C'est pas grave, potentiellement le pick qu'on lâche il peut être très haut placé et donc un très fort joueur, mais le potentiel de Derrick Queen nous plaît à ce point. D'accord, mais en fait il faut dissocier le fait que tu aimes un joueur et objectivement quelle est un peu la proba, son niveau, etc. La proba qui devient un bon joueur, je veux dire. Et en fait, tu vois, alors à moins qu'on ait un truc qui sort de nulle part, mais en vérité, ça paraît extrêmement risqué pour l'instant parce que même s'il explose en attaque, il y a le compromis défensif, etc. Donc c'est pas comme si, tu vois, ils avaient fait un all-in, on te lâche le pick non protégé pour aller chercher Cooper Flag, tu vois. Là, à la limite, j'aurais dit, bon, c'est risqué, mais tu prends Cooper Flag ou même un choix du top 5 ou un mec, tu vois, un top prospect. Le prospect est hyper intriguant, mais c'est pas un truc complètement sûr, quoi. Donc ça augmente le risque et c'est pas comme si non plus, du reste, ils avaient une bonne équipe où tu te dis, ok, on lâche un pick non protégé, mais on sait qu'on va on va batailler pour la 8e place ou 6e place à peu près pour sûr. Au pire, on lâche un pick numéro 12 ou numéro 14, ok.
Non, là, je sais pas, ou peut-être ils sont enfin, je sais pas, ils pensent peut-être que c'est ça, mais je les vois pas faire des tonnes de victoires, quoi. Donc, moi, la proba que ça donne un first pick est plus grande que la proba que ça donne un pick numéro 14, quoi. Ou peut-être que je me trompe, mais je vois pas une équipe qui va batailler pour être 8e à l'heure actuelle, quoi. Bah, pour moi, c'est impossible. Pas à l'effectif actuel, ou alors il y a un truc que j'ai pas compris dans les mecs qui sont allés chercher, mais pour moi, c'est impossible. Et je vais dire un truc débile, mais tu penses pas que si juste tu protèges le pick top 3 ou top 5, tu penses que Atlanta, il refuse? Je suis pas sûr, hein. Je pense qu'Atlanta... Je me rends pas compte, mais je pense pas, en vrai. Même une protection top 5, ils disent bon bah ok, on n'aura peut-être pas top 5, mais ensuite la protection elle se reporte à l'année d'après et tu dis l'an prochain également top 5. Enfin, je pense que en fait c'est tellement gros que même si tu réduisais un peu, ça passait, quoi. Je pense pas qu'il y ait besoin d'aller à ce point. Je pense que tu dis à Atlanta, voici un pick protégé seulement top 5, ils le prennent, quoi. Donc c'est fou et ça me rappelle les grandes heures à l'époque où les GM faisaient n'importe quoi avec le choix draft, quoi. Je sais pas moi, à l'époque Irving, Kyrie qui est le premier choix en 2011, de base c'est un choix des Clippers qui est échangé par les Clippers 6 mois avant. Pourquoi? Pour aller chercher pour faire un échange Baron Davis contre Mo Williams, tu vois. Deux meneurs de fin de carrière, tiens, on veut plus Baron Davis, on veut Mo Williams, et les cases arrivent à gratter un premier choix non protégé. Tu dis mais c'est une autre époque, quoi, ça se faisait pas. Ouais. Et là, peut-être que c'est un trade qui a l'air d'une autre époque parce que c'est peut-être un GM d'une autre époque aussi. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, président d'une autre époque. Je sais pas. Mais c'est incompréhensible. J'ai pas les mots. Donc voilà, on va peut-être s'arrêter là parce que vu qu'on n'a pas les mots, je peux résumer notre draft donc des meilleures intersaisons à l'ouest. On a Houston numéro 1, Dallas numéro 2, Clippers numéro 3, Lakers numéro 4. J'ai l'impression que c'est un peu un chapeau tout en haut ensemble. Ensuite Denver numéro 5, Spurs numéro 6, OKC numéro 7 et Blazers numéro 8. Les Timberwolves en numéro 9 et Warriors numéro 10. Un peu une zone neutre, on va dire, là, entre Timberwolves, Warriors. OKC, ça n'a pas beaucoup bougé. Ensuite les Suns, le Jazz en numéro 12, les Kings numéro 13, numéro 14 et numéro 15. On a Grizzlies et Pelicans, les deux bons derniers, je pense, de ce classement, et c'est peut-être mérité. Mais tu vois, ce qui n'empêche pas que les Grizzlies, je pense que l'an prochain, ils sont peut-être à 50 victoires. Ça veut pas dire qu'ils vont être nuls, juste que l'intersaison, ils l'ont mal négocié. Mais... Alors que les Pelicans, ils seront pas à 50 victoires. Non, c'est tout le problème. Et c'est tout le problème. Effectivement. Donc voici pour ce numéro. On se fera l'Est très bientôt, je pense, normalement. En tout cas, merci beaucoup, Azad, d'être passé sur le Basket Lab. Merci Laïka pour ce nouveau format. Avec grand plaisir. Surtout que j'avais pas du tout compris ce qu'on faisait 2 minutes avant l'épisode, donc c'est vraiment parfait. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, on est de retour après une longue absence de au moins 3-4 jours sans podcast. Bon, c'est vrai que j'essaie un peu de finir ma série de vidéos là actuellement des rétrospectives NBA 2025. On est presque au bout. J'en reviens pas qu'on soit presque au bout, mais voilà, ça me fait plaisir. Mais surtout, donc on a 2 petits podcasts sur l'intersaison qui vont arriver. Donc aujourd'hui, l'Ouest, dans 2-3 jours peut-être, le format qu'on fait avec l'Est, bien sûr. Mais c'est également parce que je prépare et j'enregistre notre top 100 qui va arriver. La syllabe Si pour le chiffre 100 et Lab pour le Basket Lab. Le top 100 du Basket Lab. Donc je pense que semaine on est quoi la semaine prochaine? Semaine du 22 peut-être. Lundi 22, ça va peut-être commencer. 3 semaines de podcast, 1 par jour pour le classement participatif, le top 100. On réexpliquera ça pour les nouveaux, mais voilà, le top 100 se prépare. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois, très simplement pour la version de la conférence Est, qui va être un peu plus faible, à mon avis, sur le côté meilleures intersaisons de 2025. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.